Bonjour tout le monde, bienvenue dans Manga Saucisse. Très heureux de vous retrouver pour un deuxième épisode de Hippote au feu. Et hier, il me dit, non, mais puis en plus, c'est marrant parce que je la fais sérieux. C'est-à-dire que vraiment, je sourcille pas, tu vois. Je vais la refaire. Mais parce que c'est ridicule de dire... Un nouveau nom d'émission à chaque. C'est trop drôle. C'est ridicule de dire Hippote au feu. Bah, Hippote c'est bien parce qu'au moins ça montre, tu vois, que ça mijote doucement, tu vois. Allez. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Manga Saucisse. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour un deuxième épisode de votre série concernant Hippote au feu. Bien évidemment, très heureux d'être à nouveau avec mes deux comparses, mes deux compagnons d'échappée, Eddy et Jules. Comment ils vont ceux-ci ? Ça va. Oui, j'ai pas fait l'un et après l'autre, j'ai fait un prix de gros. J'ai dit, écoute, on est déjà pas en avance. Je demande aux deux comment ils vont tout de suite, comme ça, hop. On a déjà perdu beaucoup trop de temps avant. Pour des raisons éthiques, pour que cette émission soit... Au carré. Et on n'est pas à l'abri que ça dérape quand même. Il peut y avoir à tout moment un message d'alerte en dessous qui défile en bas de votre écran. Déclinant toute responsabilité. C'est ça. Voilà. Les propos n'appartiennent qu'à vous, monsieur. Exactement. Ce genre de choses. Mais on tenait aussi particulièrement à remercier les gens qui nous écoutent parce que là, vous nous avez réservé un accueil absolument formidable lors de la première émission. Alors non pas que l'accueil n'a pas été formidable, c'est juste que à l'heure actuelle ça n'a pas été diffusé, c'est pour ça que ça me fait rire. Oui, mais on n'en doute pas quoi. On n'en doute pas. L'accueil a été incroyable quoi. J'ai particulièrement apprécié le commentaire de Ludo Verdose. Et de Monsieur Wimbley qui, j'espère que j'écorche pas, qui nous remercie à chaque fois pour la rediffusion. Et tout pareil sur ma chaîne. Mais je rigole, à chaque fois que je vois ces messages, je me dis, c'est toujours le même, mais alors c'est très classe parce que le gars remercie à chaque fois. Donc tu sens qu'il a passé un bon moment, t'imagines bien. Donc, Il est très poli aussi. Très poli. Voilà. Mais en tout cas, écoutez, très heureux de vous retrouver, messieurs, pour parler des tomes 3 et des tomes 4 de Hippo. Ça y est, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je voulais quand même montrer tout particulièrement cette cover, où on peut voir Hippo qui mord du coton. Et donc... Quel fumier. Mais quel... Ah, quel salaud. Mais pourquoi Alors, je pense que ceci va nécessiter une explication, messieurs. C'est vraiment un salaud parce qu'en plus, quand j'ai lu le tome d'Hippo, je me suis fait la réflexion. Alors, j'ai un gros problème, je suis désolé. Et alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, peut-être que la majorité va se dire « Mais quel est ce débile qui fait une émission sur... Arrête, putain, c'est horrible. Arrête. Sinon, je vais chercher à bouffer et je mange devant la caméra. » Voilà. Moi, c'est ça le truc. C'est les bruits de bouche, moi. En fait, le fait est que j'ai rien contre les crissements d'ongles sur le tableau noir. J'ai rien contre le fait de bouffer, qu'on entend les bruits de bouche. Le truc mais ça me fout les poils. Et vraiment, je suis pas bien. C'est quand quelqu'un, et rien que d'y penser, je vous jure que ça me fait un truc, met un torchon ou un tissu dans sa bouche et le mord. Et j'ai par exemple des élèves, je suis enseignant, arrête, putain, vraiment. Il y a des élèves qui prennent leur lacet et le mettent dans leur bouche, et je leur dis, tu m'enlèves ça tout de suite de ta bouche. Ça m'incommode. Je suis vraiment pas bien. Et donc, dans ce tome de Hippo, arrête de conneries. Dans ce tome de Hippo, il a une technique dont on va reparler évidemment, où en fait, pour garder sa garde haute, il mord le pouce de son gant de boxe. Alors déjà, autant vous dire tout de suite, je vous demanderai si c'est une technique qui existe vraiment, quand on en parlera. On va lui demander à lui, parce que moi... Et en fait, tout le temps où il avait ça, j'avoue que j'étais pas bien. Et du coup, j'avoue que ça me fait rire que ça ne t'ait pas échappé, et donc que tu fasses cette réflexion. Et donc, est-ce que c'est raisonnable ? Pas du tout. Est-ce que ça a un nom ? Tu vois, est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que c'est une pathologie, un truc qui existe ? J'avoue que j'aimerais bien savoir. Mais toutes les phobies comme ça, ça a un nom. Il y en a plein. Il y a une pièce très... On va parler de Hippo dans 2 secondes. Vous inquiétez pas. En fait, on en parlera une autre fois, d'accord ? Revenons. Parce qu'on va parler de totalement autre chose. Mais je te parlerai d'une pièce de Laurent Baffy, Toc Toc. Ah mais si, Toc Toc, évidemment, Voilà, excellent.
tous ces trucs-là, en fait, ont Mais- des noms, quoi. Mais moi, ça me chatouille les zygomatiques, vraiment, ça va pas, quoi, vraiment. Et je me l'explique pas, ça a toujours été. Et mon frère avait un nain quand il était gosse, et du coup, il mâchouillait mais c'était horrible. Et Nain a disparu un vendredi. Voilà, on sait pas ce qu'il est devenu. Je vous jure que c'est vrai, il l'appelait Saplure. Saplure? En fait, mon père disait toujours, qu'est-ce que t'as fait de ta plure? Et du coup, c'est devenu vraiment le truc qui restait. Du coup, il l'appelait Saplure. Il disait, elle est où ma plure? Voilà. Bref, voilà. Mais non, c'est vraiment un truc. Et sinon, Hippo, comment il va? Oui, parce que maintenant qu'on a fait 10 minutes sur ça, putain, je suis content, ma blague elle a marché, hein. Putain la vache, on a passé 10 minutes dessus. Ah, je l'attendais pas. Bah oui, bah pourtant, hein. Moi, je te dis que je l'ai préparé depuis un moment, hein, celle-là. Quand j'ai vu la cover, j'ai dit oh putain, elle est pour toi. Du coup, on en était où la dernière fois? Il venait donc de gagner son... Non, il n'avait pas fait encore son premier combat. Ouais, Il venait d'obtenir en fait sa carte pro, en fait sa licence. c'est ça. Exactement. Et on le retrouve au début de ce tome 3. Et je te donne la parole. Non, mais il venait de croiser un mec qui en gros venait de lui dire j'espère que tu vas rester. Non, si tu veux pas Mashiba. m'affronter, il faut que tu changes de catégorie. Mashiba. Ouais. Et du coup, on sent effectivement qu'il va potentiellement le retrouver plus tard. Et dans ce tome-là, ou le suivant, je ne sais plus, il y a un tournoi qui s'organise et on sent que lui, en tout cas, il est dans le même organigramme, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans la même structure, en fait, du tournoi. Et ouais, à la fin du tome 2, en fait, on voyait s'installer, entre guillemets, une double rivalité, une saine et une un petit peu moins saine. Celle avec Miyata, contre qui il avait fait un sparring, qui est donc devenu à la fois son frère d'armes, mais en même temps celui qu'il a envie de dépasser, de raffronter, etc., etc. Et en même temps, un autre boxeur extrêmement atypique de par son physique, mais on aura l'occasion d'en reparler quand on le recroisera, qui est Mashiba, qui officie dans la même catégorie et qui a l'air d'être un sacré tueur. Et on sait d'ores et déjà qu'à un moment ou un autre, tous ces gens-là vont se retrouver dans le tournoi Espoir du Japon, catégorie Est. Je crois qu'il y en a un à l'Ouest et un à l'Est. Et donc, voilà, ce tournoi va s'organiser dans ces tomes-là. Mais au moment où commence le tome 3, je vais faire la première partie si vous voulez. Le tournoi, il est même pas annoncé, il est même pas commencé. Il s'agit en fait comment dire, d'avoir déjà un premier combat professionnel. Mais juste au début, en fait, on va voir un truc que j'ai bien apprécié. Hippo, il va recroiser ses harceleurs du tout début. Qui ne croit pas vraiment comment ça t'es devenu boxeur et tout, ça fait que 6 mois qu'il fait de la boxe, il a pas encore un combat pro, comment ça t'es pro, ils essayent un tout petit peu de le tester et sans qu'il y ait un seul échange de coups, simplement en fait par des esquives et une vitesse de point. Regardez comme il le fait bien, ce chaloupé, on dirait Eusebio à sa grande époque. Il récupérait en fait sa licence et donc en fait ça montrait en fait l'inversement et ses harceleurs en fait du coup ils flippent un petit peu de lui et ils décident même de devenir un petit peu ses premiers supporters. Et c'est aussi dans cette première partie où il parle un tout petit peu de la boxe de Mashiba, si je dis pas de bêtises, et notamment en fait de ses caractéristiques. On commence déjà un peu à nous construire l'image de ce futur adversaire. Ouais. Ça on n'en doute pas, et notamment en fait de sa manière de boxer. Et Eddie, tu peux peut-être nous en dire un petit mot, notamment de ses flikers et de qui est inspiré en fait ce... Comment tu dis? Flicker. Ok. Un jab. Je l'ai tenté vraiment trop anglophone. Ouais, non, pour le coup, ouais, ça s'appelle un flicker jab. Donc ça consiste en fait à avoir une garde un peu basse. Au lieu d'avoir les mains un petit peu hautes comme peut avoir Hippo ou Miyata qu'on voit avec les mains bien hautes, c'est une vraie garde, un peu plutôt à la Finichel, genre Floyd Mayweather pour ceux qui ont la ref. On a le bras en bas et en fait ça comme on est super détendu. Toi, en fait t'es pas ici un petit peu crispé avec la garde haute.
t'es le bras qui est un petit peu relâché, et en fait, au lieu de venir, en fait, bah, tu vois, hier soir, je donnais un cours, et j'expliquais, la distance la plus courte entre 2 points, c'est la ligne droite. Donc, pour aller de mon menton au menton de l'adversaire, je dois avoir les mains bien hautes, et bam, j'envoie, toi, j'envoie droit. Et ça demande, ça demande d'avoir les mains bien hautes, et souvent on perd un petit peu en rapidité, même si on gagne du temps, et c'est le plus simple. Ouais, on gagne au niveau de la distance, au niveau de tout. Maintenant, le fait d'avoir la main ici, quand tu gères un petit peu plus, t'as ta main en bas, tu vas pouvoir venir faire une espèce de fouetté, et c'est ce que fait beaucoup Tyson Fury. Tyson Fury boxe beaucoup en flicker jab, et en fait, au lieu de mettre un coup qui va venir bam, droit comme ça, en fait, ça va être plus bam, tu vas venir. C'est pas un coup qui est super puissant. Alors que les Klitschko, c'était beaucoup plus droit, leur jab. Les Klitschko, c'était vraiment, c'était Soviet style, tu vois. Et donc, en fait, ça permet d'être super rapide. Il y a autre chose, c'est que quand tu as la garde ici, bon, faut s'imaginer avec les gants de boxe, quand tu as les gants de boxe qui sont là, bah, ce qui se passe en dessous, bien souvent, tu le vois moins. Et en fait, le fait de partir d'ici, on se rapproche un petit peu, et quand on voit ton jab, bah, en fait, tu le vois moins arriver, et tu surprends plus ton adversaire. Donc, c'est un coup qui est très vicelard. Moi, j'aime bien le flicker jab, parce que c'est vraiment un coup qui est... pour prendre de vitesse, je pense qu'il n'y a pas de mieux sur un jab. En fait, ça permet de préparer une attaque, de gêner l'adversaire. Déjà, en termes de distance, tu peux te mettre un petit peu plus loin. Il y a énormément d'avantages à boxer avec ce jab-là. Et donc, Mashiba, en plus de ça, il a un mouvement, lui, qui fait en plus, avec son bras, un espèce de balancier comme ça. Ça fait qu'en fait, il donne une espèce de... Alors, les gars, je donne des trucs hyper techniques, mais c'est juste pour... Mais non, mais vas-y. Je veux pas vous embêter avec ça 2 ans. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a une espèce de... On parlait de no talk tout à l'heure, donc après tu peux parler de boxe dans cette émission. Il n'y a pas de... En fait, ça crée une espèce de zone d'incertitude. C'est-à-dire que le fait qu'il soit toujours en mouvement, bah en fait, tu dis, il part, non, il part pas. Il part, non, il part. Ah oui, d'accord. Ouais. Bam, il part alors que je croyais pas qu'il allait partir. En fait, tu vois, c'est un peu un genre de feinte constamment. Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, en fait, tu sais que ça va partir, et tu sais pas à quel moment. Comme le bras, il bouge tout le temps, en fait, t'es toujours sur la crainte. Et en fait, bah, le meilleur moyen d'en prendre une, c'est d'avoir peur d'en prendre une. Donc, il est un peu notamment ce bras comme ça, c'est beaucoup Thomas Hearns qui l'avait à l'époque. Thomas Hearns, exactement. Et tu vois, ça c'est un truc que j'ai particulièrement apprécié, c'est que le style de Mashiba, il le copie sur un putain de boxeur célèbre, en fait. Un peu. Thomas Hearns, oui. Et du coup, moi, c'est un truc que j'aime bien, parce que du coup, ça te permet d'avoir des références vraiment hyper intéressantes. Et un style de boxe complètement atypique, enfin, vraiment très personnalisé, quoi, en fait. C'est vrai que sur le premier tome, on voit où ils font référence à Mike Tyson par rapport à son parcours. Et là, on parle de Thomas Hearns. Il faisait partie des, je crois qu'ils les appelaient les 4 fantastiques à cette époque-là. T'avais Thomas Hearns, Marvin Hagler, Roberto Duran et Sugar Ray Leonard. C'était les 4 boxeurs qui boxaient dans la même catégorie, qui se sont rencontrés. En fait, ils avaient tous un style différent. Et en fait, c'est vraiment, ils se rencontraient les uns les autres. C'était les rois de la boxe à ce moment-là. Donc c'était. C'était qui ton préféré, toi? Ah, moi, Marvin Hagler, les gars, c'était quelque chose quand même. Ouais. De ces 4-là, ouais. Marvin Hagler et Sugar Ray Leonard, c'était un artiste aussi. En vrai, je sais pas. Après, j'aimais beaucoup Roberto Duran, mais pour d'autres choses, parce que Roberto Duran, il l'appelait Mano de Pierre, l'homme au même pierre. Donc c'était. Ouais, et vraiment. Marvin Hagler, il l'appelait Marvelous, tu vois, parce que c'était gracieux, c'était puissant, il y avait un petit peu tout. Non, en vrai, ils étaient tous bien, mais moi, bon, je pense que c'est Marvin Hagler. Sugar Ray Leonard. Sugar. Ouais, et Thomas Hearns, je sais pas ce que c'était son surnom. Thomas Hearns, je ne sais plus. Je sais qu'il crois que c'était Le Long, mais c'était pour autre chose. Bref, allez. Mais par contre, je sais pas si on peut en parler maintenant, mais le fait est que moi j'aime bien ce début de tome, avec effectivement le fait qu'il y ait
les anciennes petites frappes qui viennent. Tu sais pas trop. D'ailleurs, lui, il sait pas s'ils viennent lui chercher des noises ou s'ils sont contents ou si machin. Enfin, il sait pas trop. Ouais. Ce qui est incroyable dans ce traitement-là, que j'ai apprécié, et puis on en a parlé la dernière fois, c'est qu'encore une fois, ça passe rapidement. Ils réapparaissent pour dire qu'ils n'étaient pas Sûr. juste là pour faire beau, mais ils réapparaissent, et à un moment, ils se posent la question, les trois là. Ouais. Et ils se disent, ouais, du coup, tu t'es mis à la boxe pour nous taper dessus. Et lui dit, non, pas du tout, hein, rien à foutre de vous. En gros, il dit, non, Ouais, vraiment j'ai pas. bien aimé aussi. Ouais. Et malgré le fait qu'il ait mis quand même, il ait battu Miyata en sparring et il a battu son premier adversaire par KO, il a obtenu sa licence de boxeur pro. Et d'ailleurs, ça faudra qu'on en reparle aussi si vous voulez bien. Vas-y. Hein. Mais et en fait, malgré tout, il a quand même toujours peur de ces harceleurs jusqu'au moment où ils lui prennent sa carte et donc il fait le petit geste de boxe. Il veut même pas se défendre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est récupérer sa licence de boxe et se barrer. Et en fait, il flippe toujours autant d'eux, sauf que la peur est gentiment en train de changer de camp. Ouais. Et tu voulais dire quoi à propos de la licence ? Ouais, le système, il est très surprenant. Et je crois que j'ai essayé de chercher des infos par rapport à ça. Parce que là, il devient boxeur professionnel. C'est-à-dire que en France, tu peux pas devenir boxeur professionnel comme ça. Pour devenir boxeur pro, il faut un certain nombre de combats en amateur. Et dans ce certain nombre de combats que tu as, alors je crois, de mémoire, je crois que c'est 25 combats. Et il faut plus de 50% de victoire sur tes 10 derniers combats. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies gagné tes 5 derniers combats. Il faut que tu aies un potentiel. Alors, il faut que tu aies 50% de victoire. Et sur tes 10 derniers combats, il faut aussi que tu aies 50% de victoire. C'est-à-dire que tu ne deviens pas boxeur professionnel comme tu veux. C'est-à-dire que c'est hyper réglementé. Là, lui, il a juste un truc. Bon, tu sais boxer, tu sais pas boxer. Allez, fais voir, tu fais un combat. C'est bon, tu as gagné, tu es boxeur pro. Boxeur pro, ça veut dire que tu es un professionnel de la boxe. Faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que c'est ton métier. C'est-à-dire que tu boxes pour gagner ta vie. Et je trouvais ça intéressant de voir ça de ce côté-là. C'est-à-dire que là, on est plus sur de la boxe amateur. C'est pas quelqu'un, là, il boxe pas pour faire les Jeux Olympiques, parce que la boxe olympique, c'est de la boxe amateur. C'est-à-dire que tu boxes pour le côté sportif, tu boxes pour le côté challenge personnel. C'est la différence avec quand tu deviens boxeur pro. Et ça va être intéressant pour les adversaires qui vont suivre derrière. C'est-à-dire que tu boxes pour gagner des ronds. Voilà. Et tu utilises la boxe aussi comme ascenseur social. Beaucoup. Oui, on va en reparler. Mais pour le coup, là où je voulais en venir, c'est que j'aime bien le fait qu'il y ait aussi des moments où, évidemment, on parle de la boxe, parce qu'en fait, je trouve que c'est construit. J'étais étonné de la construction du truc en fait. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il y ait du. Alors moi j'appelle ça comme ça, après vous l'appelez comme vous voulez, mais du Rocky training, tu vois, le truc avant. Ouais, voilà, enfin, avant le match. Et finalement, ça, je trouve qu'on passe très vite là-dessus en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, finalement, ça va presque se construire pendant le match. Tu sens qu'il s'est entraîné avant, évidemment, mais ça va se construire pendant le match. Ouais, parce que c'est vraiment les débuts. Ouais, complètement. Non mais enfin j'imagine du coup, mais du coup je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de training que ça en fait. Là ils sont vraiment dans le moment où ça dégrossit quoi, tu vois. Non mais j'aime bien le côté du coup qu'on le voit aussi à l'école. Et alors je déborde peut-être un petit peu sur la suite, mais le fait est que j'aime bien ces moments de doute, que ce soit dans sa vie ordinaire ou dans sa vie de boxeur, et il en a beaucoup des moments de doute, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui annonce un nouveau boxeur, il sait pas s'il va pouvoir le vaincre. Et du coup, je demanderai à Eddie quand il sera là, mais tu vois, de savoir s'il y a vraiment ces moments de doute ou si à un moment donné, tu te verrouilles et tu vois, le mec qui va défoncer l'autre et point barre, ou est-ce que vraiment tu doutes tout le temps, ou il y a un moment donné, tu es obligé de te, entre guillemets, voiler la face et d'être vraiment dans le « je suis sûr de moi », tu vois. En fait, les deux, en fait. Quand t'entends les grands champions, en fait, qui en parlent, il y en a pas un qui à un moment donné n'a pas peur à chaque combat. Enfin, c'est humain, tu vois, c'est totalement normal. Mais par contre, tu dois aussi
te préparer mentalement et te conditionner, avoir un plan, avoir mis tout ce qu'il fallait pour avoir cette certitude que tu y vas pour gagner. Mais la peur, bien sûr que tu l'as, tu vois. Cédric Doumbé, qui est hyper connu de par son parcours en kickboxing et puis là maintenant, surtout avec sa reconversion en MMA, c'est un truc qu'il dit très bien. Il dit 1 heure avant le combat, c'est le pire moment de sa vie à chaque fois. Ouais. Alors qu'il a fait le show, il a dosé tant qu'il pouvait son adversaire, enfin tu vois, il a vendu le combat comme c'était pas permis, tu vois, mais 1 heure avant le combat, malgré toutes ses qualités, malgré le fait de tout ce que tu veux, il a encore des fois des moments où il regarde, tu vois, il se dit mais putain, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Et ouais, mais c'est bah ouais, mais parce que c'est complètement pas naturel en fait d'avoir comment dire ce type d'activité et voilà quoi. Et de la même manière, tu vois, quand il dit à un moment donné, ça ira mieux quand je serai sur le ring. Ah. Et ben c'est ce qu'il dit aussi Doumbé, tu vois. Il dit par contre à partir du moment où je suis sur le ring ou bien dans la cage, ça y est, c'est bon, c'est parti quoi. Ça va mieux. Attention à l'analogie que je vais faire, parce que je sens qu'on va se foutre de ma gueule, mais de la même manière que, tu vois, moi j'ai joué au théâtre, j'ai présenté des trucs devant plusieurs centaines de personnes, tu vois, et le fait est que le quart d'heure d'avant, alors même si ça va mieux, de mieux en mieux, tu vois, au fil des années, mais clairement, je suis pas bien du tout, et à partir du moment où je commence à parler sur une scène, bah, finalement, il n'y a plus aucun problème, quoi, tu vois. Bah, une fois que t'es parti, quoi. Et de la même manière que mon premier cours, où tu te retrouves devant des mecs, des terminales bâtiments, tu vois, qui ont 18 piges, qui sont gaulés comme moi à l'époque, tu vois, tu te dis, et puis à partir du moment où ça commence, tu vois. Ouais, et tout à fait. Parce que c'est pareil, hein, enseignant, c'est un peu... c'est pas que tu fais le show, mais tu fais le... tu joues un rôle, quoi. Tu joues un rôle d'enseignant, de toute façon. Et puis, dans une moindre mesure, il y a aussi pas un rapport de force comme dans la boxe, évidemment, mais il y a un peu ça aussi, tu vois. Il faut prendre un certain ascendant. Voilà. Ouais, complètement. Et en fait, du coup, c'est pareil, les moments en fait de doute qu'il peut avoir dans sa vie ordinaire, tu vois, quand il est à l'école et qu'en gros, il se pose la question de savoir si, en gros, il se rêve au fait qu'on lui porte un certain intérêt par rapport à la boxe. Et au final, il se rend compte que tout le monde s'en fout, quoi. Ou presque. Presque, ils ne comprennent pas. Je crois qu'il y a genre une remarque, mais attends, tu fais ça et tu te fais taper dessus, quoi. Enfin, et t'aimes bien ça, enfin. Et alors que lui, s'était imaginé qu'on pourrait un peu le glorifier de ça. Et finalement, c'est pas du tout ça qui se passe. Mais pour autant, on n'en fait pas état. Je trouve que ça dure pas non plus 250 ans. Il y a vraiment ce côté, on passe. C'est juste un petit point d'étape. À autre chose, ouais. Ouais. Et j'aime bien ce côté-là, ouais. J'aime bien ce côté un peu plus light sur sa vie. Et puis, on va attendre Eddie pour en reparler, mais c'est vrai que Takamura, le côté frère d'armes s'accentue, le beauf aussi, on va pas se mentir. Et c'est pareil, je trouve que j'ai hâte de voir, en fait, scénaristiquement, ce qu'ils vont faire de Takamura. Parce que au fur et à mesure des pages, tu sens qu'il y a une petite rivalité qui s'installe, tu sens que il sent son potentiel bien plus que Hippo d'ailleurs, qu'il le trouve fascinant, ce gamin, qui vraiment arrive à des trucs, mais quelque part il l'énerve aussi parce qu'il réussit des trucs, peut-être que lui a pas réussi tout de suite. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un... Et quand je te dis que je sais pas scénaristiquement ce qu'ils vont faire, c'est que vraiment, potentiellement, pour moi, le scénariste pourrait en faire un rival plus tard, en fait. Ils sont pas du tout dans la même catégorie de poids. Oui, non, mais bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Mais là où tu as peut-être une rivalité, ouais. C'est dans l'organigramme interne du club de boxe. Oui. C'est là, en fait. Mais c'est vrai que quand c'est pas qu'il est jaloux, parce que, encore une fois, il voit le potentiel, et il sait que c'est un bon gars, mais c'est vrai que, par exemple, quand il a du succès avec les filles, tu sens quand même que ça l'énerve, quoi. Ouais, mais il est comme ça, hein. Il a son ego, il a envie d'être le meilleur, en fait, dans tout. Mais ça aussi, c'est une caractéristique, en fait, il a quand même profité pour bouffer, quand même. Hein. C'est quand même à le souligner. Désolé, messieurs.
Ah non, non, t'inquiète. Moi, je pense que la couche, c'était des conneries. Il a été se faire un Twitch, il ne pouvait plus. Il a dit, oh, Non, ça, je vous promets. ça va 5 minutes. Eh ben, tu sais quoi, on a beaucoup discuté pendant ton absence et on est tombé d'accord. D'accord. Voilà. Et on voulait avoir ton avis. Ouais, dites-moi. Non. Je sais plus, du coup. Bon, on va enchaîner, en fait. Mais non, on parlait du doute, en fait, que peuvent avoir les boxeurs, et du fait que ça doit être compliqué, on imagine, de concilier le doute et le fait de vouloir être le meilleur, et puis de ne pas avoir de doute, justement. On voit que Hippo, il a des doutes. À chaque fois qu'il a un adversaire, il se pose la question de s'il va pouvoir le battre et comment. Mais en même temps, il y a un moment donné où il faut mettre ça de côté, puis il faut y aller, quoi, tu vois, parce que il faut avoir confiance en soi. Si t'as pas confiance en soi, tu montes pas sur toi, tu montes pas sur le ring, quoi. C'est Donc, c'est très juste ce que tu dis. Et c'est très particulier et très personnel avec chaque boxeur. Moi, Ok. je sais que dans la préparation des boxeurs que j'ai, avant chaque combat, ce que je vais dire, même dans la préparation, ce que je vais dire à chaque boxeur va être différent en fonction du boxeur. Mais il y a un truc qui revient souvent, je vais citer ce grand prophète du 21e siècle qui est Morpheus. Oui. Lequel? Pardon. Alors, Morpheus, Matrix. Hein. Ok. En fait, il dit, pour mettre en confiance, en fait, c'est un truc à la con. Mais moi, je trouve ça tellement vrai. C'était un peu la philosophie de Mohamed Ali. On ne devient pas meilleur parce qu'on le croit, mais parce qu'on le sait. Ouais. C'est-à-dire que quand tu montes sur le ring, il faut absolument que tes doutes c'est pas est-ce que je vais le battre? J'espère que je vais le battre. Non, je vais le battre. Je vais le battre. Je le sais que je vais le battre. Tu vois, je sais que Ouais, je vais le meilleur parce que je me suis préparé dans cette optique-là, parce que c'est mon but. Lui, c'est juste en fait, mon but à moi, c'est d'aller de l'autre côté, Ouais. et lui, il est sur mon chemin, il faut que je l'enlève. Ouais. C'est un peu la méthode Coué, quoi. Tu te persuades que tu vas y arriver, quoi. C'est ça, c'est en fait, non, tu te persuades pas que tu mais vas y avec arriver. des vrais outils. C'est que tu as Ouais, tout oui, mis bien sûr. en place pour ça. Tu as Bien sûr. la bonne diète, le bon entraînement, les bons conseils, le bon coach. Tu as tout qui est en place pour te permettre de te dire je vais l'avoir. Ce qui me fait Non, une excellente. Pardon, pas je vais l'avoir. Je oui, l'ai enfin, déjà eu. J'ai il est déjà mort. gagné. Je l'ai déjà Voilà, gagné. c'est ça. Voilà. Mais ce qui fait une super transition d'ailleurs avec un boxeur qu'on va rencontrer un peu plus tard, puisque il y a des boxeurs qui croient que juste la puissance suffit, en fait. Exactement. Non. Je te laisse faire. Vas-y, monsieur, je prends des Non, je initiatives. suis en repasser la balle. Non, mais... Regarde le Zebio qui fait des transversales, là. Mais non, mais ça nous amène évidemment sur la suite et sur le premier vrai combat en fait professionnel de Hippo, où il va se voir affronter Yusuke Oda, qui a lui aussi des caractéristiques très particulières et très intéressantes, je trouve, à analyser. Et Jules, si tu veux nous en dire un petit mot. Bah non, mais effectivement, effectivement, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que c'est un gars qui... Alors moi, ma rêve, c'est Rocky 3, qui pense que ça va passer tout seul, qu'il n'y a pas de problème, que... voilà, et que, en gros, sa puissance suffit, qu'il n'a pas besoin de s'entraîner plus que ça. L'autre, c'est un troufion, je vais le démonter. Mais là, on parle pas de... Là, c'est de la bêtise, quoi. C'est-à-dire qu'il pense vraiment y aller tranquillou. Et heureusement, il s'aperçoit, il s'aperçoit surtout sa copine qui lui fait bien comprendre qu'elle a honte de lui parce qu'il boxe comme une tâche, en fait. Pour le coup, il a pas du tout ce côté noble dans l'art de la boxe. Et du coup, il fait honte à tout le monde, et y compris à elle. Du coup, il rompt. Et il va... oui, parce que elle a un... Mais quoi ? J'ai eu envie de dire petit patapon. Iron. Ouais, la vie de ma mère, moi aussi. Je te jure que c'est vrai. Mais en tout cas, oui, parce que elle a entendu en fait Hippo et certains de ses collègues se moquer en fait du Même futur plutôt boxeur. les autres même que lui. Ouais, oui, plus les autres. Les Oui. autres, oui. Hippo, il est vraiment pas du tout là-dedans pour le coup. Non. Il est vraiment, il a de toute façon le côté noble dont je parlais.
Là, il y a absolument pas de vengeance avec ses collègues ou ses anciennes petites frappes qui pouvaient le. Il n'y a pas cette idée-là du tout. Alors qu'à un moment donné, il pourrait juste se dire, allez, je vais me faire plaisir, je vais lui en mettre une parce que vraiment, il m'a bien cassé les noix pendant des années. Il est pas du tout là-dessus. Et même effectivement, quand il se moque de ce boxeur-là, lui, il est pas du tout dans l'histoire, quoi. Il est loin de ça. Et il se méfie quand même. Il sait pas qui il va avoir en face de lui. Et donc, ce gars-là, ouais, il est plus dans le, ça va passer tout seul. Et il y a un moment donné où il va voir son coach qui jusqu'ici pareil le mettait un peu plus bactère en lui disant mais de toute façon t'es qu'un as quoi, enfin tu fais attention, tu vas te faire démonter quoi. L'autre il y allait bille en tête et finit par aller le voir en lui disant écoute non j'ai pas envie de faire honte, en priorité c'est quand même à sa copine et vas-y apprends-moi des trucs pour que j'arrive à mettre la tête au carré à ce petit con avec son équipe qui s'est foutu de moi, voilà. Et je trouvais ça cool aussi que des fois, il suffit d'un rien, vraiment une piqûre, un truc pour t'énerver et que tu ailles dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire? Un mot, une phrase. Parce que là, il n'y a rien. On lui rapporte qu'il a été dit ça. Et pour autant, il change complètement sa façon de penser, sa façon de s'entraîner, du coup. Et bah, ça va changer quelque chose quand même sur sa façon d'appréhender le combat et par la suite sa relation avec sa copine. C'est typiquement le. Mais vraiment, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est hyper bien écrit, parce que c'est vraiment totalement le profil que tu retrouves dans toutes les salles de boxe. Mais vraiment toutes les salles de boxe. Ouais. Et il y a aussi des gars comme ça qui sont hyper talentueux et qui en fait se reposent sur leur talent inné. Ouais. Tu vois et en fait, il va faire un combat, 2 combats, 3 combats, il gagne facilement en fait. Parce que bah, lui, Yusuke Oda, il a une droite fulgurante. Et sur un coup, il est capable d'éteindre n'importe qui. Et donc, du coup, bah, il n'a pas besoin de travailler plus que ça. Pourquoi tu veux que j'aille travailler? Je leur mets une droite, je les éteins. Pourquoi tu veux que je bosse? Et derrière, le coach, lui, il en chie pour essayer de pour essayer de le motiver, tu vois. Et c'est la différence entre, tu vois, ce que je disais tout à l'heure. On ne devient pas meilleur parce qu'on le croit, mais parce qu'on le sait. Ah ouais. Lui, il croit vraiment que c'est le meilleur. Il le sait pas. C'est pas une certitude. Lui, il croit. En fait, sauf que c'est utopique. Il croit que sans travailler, tu peux y arriver. Il croit que sans ton équipe, tu peux y arriver. Il croit que sans les conseils de ton coach, ça peut le faire, ça va passer parce qu'il croit que juste avec un coup, ça peut marcher. Ça a déjà marché, donc du coup, il est sur une fausse route. La différence avec un gars comme Hippo, lui, il sait qu'il a des lacunes. Il sait qu'il doit écouter, il écoute Aoki, Takamura, il écoute son coach, il écoute tout le monde. Il sait qu'il doit les écouter pour progresser, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il battra les autres. C'est la différence des deux individus. Et Yusuke Oda, c'est même pas une caricature, c'est clairement ça. Le genre de boxeur et boxeur, combattant de MMA, tous les gens qui pratiquent les sports de combat, il y en a beaucoup comme ça. Et il y avait moi que je trouve, tu vois, c'était Deontay Wilder qui était détesté par tout le monde. Et il y a plein de gens qui disaient, je voudrais le voir perdre. En fait, les gens ils voudraient le voir perdre pour lui faire fermer son clapet, pour qu'il comprenne que c'est pas parce que c'est passé contre eux que ça peut passer tout le temps, et ce que tu fais, c'est pas assez, et tu peux pas compter que sur ton talent pour y arriver. Bien sûr. Et par contre, ça c'est pareil, tu vois. Alors je parlais sur un autre point à G pendant que tu étais parti, comment ils vont scénaristiquement évoluer. Ça c'est aussi un point qui m'intéresse beaucoup de savoir, parce que là on est sur un Hippo qui clairement n'a pas du tout conscience de ses forces, qui apprend au fur et à mesure, et tu sens que tout le monde autour est un peu ébahi de ce qu'il arrive à faire, que ce soit ses coachs, que ce soit Takamura, et je me demande aussi comment ça va évoluer. Est-ce que lui, à un moment donné, va prendre conscience de ça, va peut-être même avoir la grosse tête à un moment donné, tu vois? Je suis d'accord et pas d'accord. Ouais. Je suis d'accord et pas d'accord, parce que tous ceux qui le voient, même, tu vois, même le journaliste dont j'ai complètement oublié le nom. Ouais. Tout le monde est plus, tu vois, sur des mecs comme Mashiba ou Miyata que sur lui. C'est-à-dire que lui, certes, il a des aptitudes, certes, c'est un travailleur, c'est un peu un besogneux. Oui. Mais ils sont pas plus impressionnés que ça par sa technique ou par sa puissance ou par.
ils sont impressionnés plutôt par sa force de caractère, oui, mais pas vraiment sur sa boxe en fait. Ils sont Oui. plus impressionnés par le Mais- talent des autres. Je veux dire par là, c'est que c'est pas quelqu'un qui est extrêmement talentueux, Hippo. Hein. Oui, mais tu vois, alors, non, mais comme tu dis, c'est un besogneux. Par contre, tu vois, Takamura, plusieurs fois, il est étonné à la rapidité à laquelle il acquiert certaines techniques, tu vois. Oui. Le coup des feuilles, il est étonné. Oui, le oui. coup du jab, pareil. Enfin, c'est plus dans la vitesse d'apprentissage, quoi. Alors voilà, mais je veux dire, ils sont Oui. étonnés de voir avec la vitesse à laquelle il progresse. Mhm. Pour ceux qui le côtoient, maintenant les autres, souvent ils le trouvent un peu nul, tu vois, ils trouvent que c'est un tâcheron, dans Oui. sa boxe c'est un peu laborieux, c'est pas très technique, c'est très rudimentaire. Mhm. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais techniquement, surtout au Japon, ils sont hyper techniques les Japonais. C'est une boxe qui est hyper technique. C'est même à la limite, toi, merde, le terme, c'est très formaté. Mhm. Stéréotypé. Ouais, stéréotypé. Merci, je te remercie. Non, mais n'hésitez pas. Et donc, du coup, ouais, que Hippo, il est pas du tout là-dedans. Tu vois que c'est quelqu'un qui a commencé Oui. la boxe star. Il est Non, complètement boxe en taille. phase d'apprentissage, en boxe star. Voilà, boxe star. En fait, il a du retard par rapport à Miyata, par rapport à Et Machida. pas tu du vois, retail. Du retard. Non, mais il est en formation. Il est en formation. Pour l'instant, c'est un espoir qui n'est pas encore révélé. Ah ouais. Il a un gros c'est- potentiel, mais c'est pas encore révélé. Et c'est surtout pas révélé parce que le combat, il a pas encore eu lieu. Déjà, le premier combat, le premier vrai combat pro. Et puis de toute façon, après, ça va se révéler au fur et à mesure, en fait, de ces combats. Le truc aussi que j'ai bien aimé, tu vois, avec Oda, c'est que donc il reste sur 2 défaites consécutives et pour se relancer, il va descendre de catégorie de poids. Oui. Tu vois, ça aussi, c'est un truc qui existe. Un exemple récent, tu vois, à l'UFC, José Aldo qui a fait toute sa carrière ou la majorité de sa carrière dans une catégorie de poids. Et là, sur ces dernières années, c'est vraiment pas naturel ce qu'il fait. D'ailleurs, il en chie dans les cuttings et tout, mais il descend en fait d'une catégorie de poids parce qu'en fait, dans sa catégorie de poids, bah, il a fait le tour et que bah voilà quoi, il faut essayer de tenter des trucs, tu vois, ailleurs. C'est pas les mêmes, mais c'est des choses qui arrivent, ce genre de truc. Et dans cette partie-là, vas-y. Non, j'allais dire, ce qui est plutôt commun, en fait, c'est de faire l'inverse. Quand tu vieillis, tu as de plus en Tu plus de montes. mal, comme tu Bah, disais, bien à sûr. faire des catégories. En fait, tu montes de catégorie parce que Mhm. ça devient de plus en plus difficile à garder ton poids ton poids de forme. Ton corps change, tout ça change. Donc, en général, tu as C'est plus pas tendance sale. à monter de catégorie. Je savais que t'allais dire exactement ça. Doc C'est un Eddie truc de Full, malade. on a la Et Ça d'ailleurs, vient, est-ce que vous pouvez faire un rappel, parce que c'était intéressant, je crois que c'était en off que tu me parlais de la catégorie, et que du coup tu disais 52-54. Ouais. Les catégories avec les poids, ça donne quoi à peu près C'est pas du tout les mêmes en MMA. Ah, Pas Ouais. du tout. Et puis, Il y a et beaucoup même en plus boxe, de je savais catégories pas, en par boxe. exemple. même en Ça, je boxe, en amateur et en professionnel, c'est pas pareil. Il y a des catégories qui existent en professionnel qui n'existent pas en amateur. Et tu as Ok. même des catégories, même suivant la fédération, qui sont différentes. Donc, Non mais parce que tu vois, tu me disais 52-54 tout à l'heure par exemple, et moi je pensais vraiment que c'était des fourchettes qui étaient bien plus larges que ça, quoi. Je non, savais pas bah, que c'était précis. je crois que la catégorie qui a le plus grand écart, pour le coup, il y a beaucoup, c'est en lourd léger. Donc c'est entre mi-lourd et poids lourd. Enfin, t'as Ok. mi-lourd, lourd léger, poids lourd. La catégorie lourd léger, c'est celle qui a le plus grand écart et ça commence, si je me trompe pas, je crois que ça soit 79 et des brouettes parce que du coup c'est en livres. Donc c'est 79 kilos et quelques et ça va jusque et ça va jusque 91 kilos. Ouais, ok. Donc t'as 12 kilos, mais c'est la plus grande. Et après, tu vois, quand t'es en mi-lourd, ça doit jouer sur 3-4 kilos. Après, tu redescends, t'es en super, je crois que ça doit être super Walter ou un truc comme ça. Ouais, il y a Et les en super fait, Walter. ouais. Mais après, T'as c'est les surtout dans les petites catégories où t'as beaucoup de toutes petites catégories. Mouche, mi-mouche, paille. Alors, voilà, la première plume. catégorie, Ah, c'est je poids te paille. Non, mais c'est vrai, poids paille, c'est 42 kilos, je crois. Après, t'as Putain, c'est mouche, incroyable. super mouche,
Après, t'as poids coq. Après les poids coq, t'as les poids plumes. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, mais Ouais, c'est vrai. le coq est plus léger que la plume. Plus Tu léger vois. que le plume. Ouais, c'est vrai. Et après, tu montes, toi, donc c'est poids Ah, si plume, tu poids mets beaucoup de léger. plumes. Bah ouais. Donc, Non, mais c'est super intéressant et passionnant ça. Parce que c'est pareil, tu vois, par exemple, là, tu disais merde, 79-91, c'est ça? ouais, en lourd Et léger. du coup, comment tu te cales quand t'as un boxeur et que tu te cales par rapport à l'autre? Comment ça se passe? Tu connais le poids de forme de l'autre et du coup, tu vas te La- caler au même. Normalement, alors ça c'est maintenant en professionnel, c'est des trucs qui sont réglés. Toi, tu te mets d'accord quand tu signes un contrat, Ok, parce que d'accord. vu que t'es professionnel, tu signes un contrat et tu te mets d'accord sur un poids. Tu vas dire Ok. bon, admettons, on se retrouve à 86 kilos, je te donne un exemple. Ouais, C'est non, mais pas ok. demain à l'aube, on se retrouve à 86 kilos. Voilà, c'est ça, en gros. Donc on se retrouve à 86 kilos. Par contre, tu peux, si le boxeur en face, parce que je le rappelle encore une fois, c'est des professionnels. Si le boxeur en face n'arrive pas au poids à la pesée, le jour de la pesée, il va soit on annule le combat, soit il y a une compensation financière qui peut Oh, être voilà. Des Ça- négociations, sans- généralement. en Se général, ouais, négocie. mais souvent parce que moi j'ai eu la chance d'en préparer les combats pour le mois de mai dernier. C'est moi qui les ai rédigés. ouais. Et donc le combat, nous euh, on avait plafonné à 100 grammes, 100 euros de dédommagement par Ah oui, tranche de donc il 100 y a grammes. excuse-moi, compensation financière, même si Mais je peux me par coup de permettre, poing, 100 euros par coup de poing. non mais à votre niveau, je veux dire, Ben, c'est il y a même des. professionnel hein, de toute Oui, façon. non mais bien sûr, mais encore une fois, je veux pas dénigrer le truc, mais non mais tu vois ce que je veux dire, enfin, même dans les régionalement, tout ça, Ah il y non, a mais compensation financière, quoi. là c'est pas régional, c'était un combat international, donc Ah putain, mais oui, je comprends. c'était pour une ceinture. Non, non, là Incroyable. c'était pour un titre. C'était pour un Et titre international. ouais, on Ah fait ouais, des parce émissions que avec des gens qui jouent des parfaitement. titres. Exactement. Et ouais, là c'était vraiment pas. C'est pour ça que j'ai bien dit. Là on n'était pas du tout en amateur. En amateur, toi, Oui, oui, bien sûr. c'est là que tu fais le poids. Si tu fais pas le poids, le combat est annulé. Point barre. En professionnel, il peut y avoir compensation financière. Alors que tu te, Ok, ok, tu te ok. mets d'accord sur un poids, mais même dans n'importe quelle catégorie, hein, même dans les poids. Excuse-moi, hein, je termine juste avec ça vite fait. Je te donne un exemple. Toi, tu es en 52-54, donc ça, je Il y a peu de crois que chance. ça va être poids coq. Non, pas toi. Je t'aime beaucoup, mais non. Partons sur le Et, triple en ce qui me concerne. et en fait, Ah, tu te mets d'accord sur un poids intermédiaire. Je te dis une connerie, je te dis à 53-500. Bah, ouais. l'autre, s'il arrive à 54-500, bah, déjà, il dépasse de 500 grammes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le combat ou pas? Et après, bah, combien t'allonges pour que Ok, j'accepte ok. de combattre contre toi qui fait 1 kilo de plus que moi? Ah, tu files une Parce partie de que ta ce bourse. qu'on avait expliqué la dernière fois au niveau du cutting, c'est-à-dire que le boxeur qui arrive à 53 kg 500 le jour de la pesée, potentiellement, il va reprendre Oui, oui. entre 5 et 10 kilos entre la pesée et le moment du combat. Donc s'il arrive déjà plus lourd le jour de la pesée, ça veut dire que le lendemain, il sera encore beaucoup, beaucoup plus lourd. Et alors, j'ai une question, et après j'arrête avec mes questions, mais c'est encore une fois passionnant. Mais est-ce que. Et pourquoi on fait pas une pesée avant de monter sur le ring? Et genre, c'est cette pesée-là qui fait foi. C'est ce qu'ils faisaient avant, Ouais. mais D'accord. ils ont arrêté de le faire parce qu'en fait, il s'est trouvé que les boxeurs arrivaient déshydratés, Ok. sous-alimentés. Et en fait, il y a eu des accidents. C'est que les gars Ok, qui ok. mouraient sur le ring ou Putain. des fois même, ils pouvaient même pas monter sur le ring parce qu'ils tombaient par terre parce qu'en fait, Ça faisait les des régimes, ordres. ils étaient. Ah ouais, ça faisait. On est d'accord. Tu m'étonnes. Et Ça fout puisqu'on mal. Et parle de donc, pesée. Non, vas-y. non, j'allais N'hésite juste pas, revenir hein. sur. Excuse-moi. J'allais juste. Bah, vas-y, termine. Je Non, non, reviens. vas-y. Non, bah non, parce que moi Non, je je relance parlais sur autre chose là. Yusuke Oda, en fait, lui, il redescend pas simplement de catégorie, il descend aussi de classe. C'est-à-dire que, alors, je sais pas comment ça se passe au Japon, mais en France, c'est en fait, quand tu es professionnel, le premier grade, c'est Elite 3, Elite 2, Elite 1. Elite 3, c'est 4 rounds. Elite 2, c'est 6, 8 rounds. Et Elite 1, Oui, donc c'est oui. là où tu peux commencer à faire des titres. Donc c'est entre 8 et 12 rounds pour les championnats du monde et tout ça. Et en fait, Yusuke Oda, lui, il a été déclassé. C'est-à-dire que c'était un Six Rounders, donc c'était quelqu'un qui faisait des combats en 6 rounds et qui a été déclassé en 4 Rounders, donc quelqu'un qui fait des.
Et donc, c'est quelqu'un qui va revenir. Donc, en fait, il va être déclassé et il va revenir à un truc un peu plus amateur, entre Ouais. guillemets, c'est-à-dire débutant. Débutant. Voilà. Et Voilà. puisqu'on parlait de pesée, moi j'ai particulièrement aimé aussi le jour de la pesée, où eh ben, il y a les premiers, voilà, tu rencontres ton adversaire, tu le Le combat vois, et commence là. le combat commence ici. Psychologiquement, ça se passe déjà à ce moment-là. Quand tu es notamment en professionnel et tout, avant même la pesée, tu as les conférences de presse, tu as tout ça, et il y a déjà tout un combat psychologique qui commence ici. Évidemment, on n'en est pas à ce niveau-là de popularité, donc c'est vraiment le jour de la pesée que ça commence, mais il y a vraiment un premier défi, et tu vois que Hippo, en fait, il fait ses armes, quoi. Il va pour la première fois faire une pesée, pour la première fois rencontrer un mec avant que le lendemain il se mette sur la gueule avec lui. Enfin, c'est extrêmement particulier, et c'est là aussi où tu as un petit moment où tu as tout le stress et les questionnements en fait qu'il peut avoir. Enfin, tu vois, il se pose plein de questions en fait avant le combat, et c'est aussi un truc que j'aime bien, c'est que tu peux avoir mis en place tout ce que tu veux en fait pour Ouais. t'entraîner. Il y a un moment ou un autre, le mec il est tout seul à monter dans le ring, quoi. Forcément, il se pose des questions. Enfin, c'est un délire psychologique que moi je trouve fascinant, et que tout le monde ne va pas aborder de la même façon, et surtout pas de la même manière non plus à chaque fois. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et cet aspect psychologique peut aussi, on l'a vu à plein d'occasions, renverser des combats, quoi, Bien complètement. sûr. Et par contre, moi j'étais très content de lire justement ces deux tomes-là, donc le tome 3 et 4, d'affilée, pour la bonne et simple raison que la pesée de ce tome-là n'est pas du tout la même que la pesée du tome d'après. Je veux dire, lui, là, Oda, du coup, envoie chier Hippo, mais alors d'une force en le considérant comme une merde, et évidemment que psychologiquement, que ce soit pour lui ou pour l'autre, ça a une incidence sur le match. Et pour ensuite, avec l'autre boxeur, ce sera complètement différent. C'est limite, il le prendra dans ses bras pour lui dire salut et merci, quoi. Donc on est vraiment sur deux boxeurs complètement différents, et du coup deux approches de la boxe qui sont complètement différentes, quoi. Et je trouve que ça joue beaucoup. Ils ont pas du tout le même objectif. Il y en a un qui veut survivre, qui veut continuer sa carrière et conquérir, garder l'estime de sa copine, pouvoir continuer la boxe, et l'autre qui a tout simplement envie de monter la première marche, quoi. Tu vois. Et on ne l'a pas dit, mais sa copine, c'est la fille du coach, si j'ai bien compris. C'est ça. Tout à fait. Et du coup, forcément que ça a une portée beaucoup plus forte. Et ensuite, évidemment, après la pesée, vient le jour du combat. Et il dit, si tu peux nous parler un peu de ce combat, parce que c'est pareil, il va être jalonné de beaucoup de différents... comment on dit, merde, il va se passer plein de trucs, quoi, dans ce combat, tout simplement. Hein. Le mec, il a perdu tous ses beaux en 2 secondes. Pouf, AVC. Vas-y, j'ai tout donné. À toi, gros. Non, mais alors attends, comment il se déroule ce combat-là déjà? Ouais, en fait, Yusuke Oda, déjà, il commence par... Beaucoup attaqué, il boxe. un gros volume d'attaque. Ouais, en fait, il boxe pas du tout comme ce qu'avait anticipé l'équipe de Hippo, déjà. C'est Ils ça. avaient dit, ouais, le gars, il s'entraîne pas, il a pas de cardio, tu vas voir. L'endurance, ouais. En un round, c'est fini avec l'endurance que t'as toi. En fait, ça va aller. Et puis l'autre, il s'est entraîné comme un acharné derrière. Et en fait, au moment du combat, il envoie quoi. Il envoie, il envoie les coups et il les enchaîne. Et comment on va faire pour s'en sortir? Comment on va faire pour trouver la bonne ouverture, le bon timing et tout. Prendre la mesure de son adversaire. Hein. Ouais. Le truc aussi, c'est que ça va avoir une influence sur le prochain combat et l'entraînement de son prochain combat. C'est-à-dire que du coup, il se fait péter la garde, et c'est ce dont on parlait au début de l'émission. Donc avec putain, comment ça s'appelle la technique là? Il en parle. Le flicker jab. Non, de manger son pouce là. Peekaboo. Ah, le peekaboo. Peekaboo. Et justement, ça va être une conséquence du fait qu'il garde pas, ou en tout cas qu'il se fait péter la garde par Oda dans ce match. Parce qu'en fait, là, sur ce combat-là, Hippo a une technique défensive très particulière, c'est-à-dire qu'il bloque avec le nez et il chasse avec le menton. Alors,
c'est efficace sur le moment, mais ça peut avoir des conséquences telles que KO et compagnie. C'est Donc, comme en fait, tel ouais. que KO. Ouais, bah du coup, oui, c'est en fait, il est beaucoup trop exposé et il prend énormément de coups. Alors, il finit même, il a un peu la gueule en 3 épisodes, pour reprendre les termes d'un illustre prédécesseur. Évidemment. Et bah oui. Et donc, ouais, donc suite à ce combat-là, il va s'entraîner. Et c'est pour ça que j'adore ce manga, parce que tu vois une évolution. Il arrive pas, c'est pas tout de suite. Il arrive, il monte sur le ring. Le gars, c'est Mohamed Ali, il sait tout faire, il sait boxer, il met tout le monde KO. Non, c'est-à-dire qu'il gagne, certes, mais il prend des coups. Et à chaque fois, ben, comment on peut faire pour améliorer ça? Comment on peut faire pour améliorer ça? Et plus on va avancer, plus il va apprendre des techniques. Là, on a vu, on a déjà parlé de Mike Tyson, on a parlé de Thomas Hearns, tu as commencé à parler du Picaboo, qui est aussi la boxe que pratiquait Mike Tyson, qui était enseignée Oui. par Cus D'Amato. Et puis, D'accord, il y en a d'autres qui vont arriver comme ça, parce que je n'ai pas lu le manga, mais j'ai regardé la série animée, donc je sais déjà ce qui va se passer. Mais c'est pareil, il va faire face à plusieurs trucs dont il n'a pas eu à faire face jusqu'ici. C'est-à-dire qu'à un moment, si je dis pas de conneries, et ça, je me demande si c'est aussi facile que ça. Parce que du coup, en fait, il va se faire démonter l'arcade. Et du coup, ça va saigner. Ouais. Donc c'est ça aussi qui va être déterminant dans le match. C'est-à-dire que du coup, on va être potentiellement sur un chaos technique. Donc, ouais. Rappelle du coup ce que c'est peut-être le chaos technique. Chaos technique, c'est l'arbitre qui stoppe le combat parce qu'il estime que tu n'es plus dans la capacité de continuer sans que tu sois blessé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs types de chaos techniques. C'est-à-dire que t'es KO debout, tu restes plus de 10 secondes sans... T'es KO debout, c'est pas tout le monde qui le font, mais l'arbitre, il arrête parce que t'es KO debout. Tu restes, on va dire, à peu près une dizaine de secondes où tu prends des coups dans la tête sans réaction, l'arbitre arrête le combat. Un saignement trop abondant, toi, une arcade qui pète comme là, c'est le cas pour Hippo, un saignement qui ne s'arrête pas, hémorragie, c'est comme ça que ça s'appelle, on arrête le combat parce que bah, du coup c'est handicapant et puis une blessure qui peut encore s'aggraver en plus, quoi. Une blessure qui peut, voilà, donc ça peut être là. Et il peut y avoir aussi, on a vu, c'est Daniel Dubois contre Joe Joyce, il perd par TKO. En fait, lui, il a eu le plancher orbital, donc l'os qui est en dessous l'œil, qui a été explosé. Et lui, en fait, physiquement, ça se voyait pas, mais le plancher orbital qui a été cassé, arrête l'arbitre. Donc voilà, c'est technical knockout, ça veut dire KO technique, c'est donc t'as pas été mis KO, t'as pas été sonné, t'as pas été dans les vapes, mais par contre, l'adversaire t'a neutralisé de manière à ce que tu puisses plus dans la capacité de continuer. T'es plus dans la et c'est l'arbitre qui arrête le combat. Et du coup, pour pouvoir se protéger l'œil gauche, bah en fait, il se met à boxer en gaucher. Il change de garde. Mais juste avant, il y avait un truc en fait que j'ai juste avant, parce que je voulais revenir au début du combat où donc t'as Oda qui fait, tu vois, qui balance un gros volume d'attaque, et donc tu vois, tout le monde est un peu surpris par la stratégie d'Oda, le fait qu'il attaque beaucoup, et il y a un moment donné où Hippo il lui en met une, tu vois, et tout de suite l'autre en face il sent son punch et il se fait respecter, si tu veux, tu vois, immédiatement. C'est-à-dire que Oda après déjà le rapport de force, c'est pas qu'il s'est inversé, mais t'avais le sentiment que l'autre était en train vraiment de prendre l'ascendant. Il lui en a posé une, et là l'autre, Oda, en fait il a mesuré son punch, et donc il peut se rendre compte que waouh, putain, ok, en fait le gamin c'est pas n'importe qui en face, il en a vraiment dans les points. Et le truc de la blessure à l'œil, le truc qui est sympa, c'est que ça met aussi beaucoup en lumière le rôle du soigneur, qui est hyper important. C'est pour ça en fait, et c'est ce que je disais, j'en ai vite fait allusion tout à l'heure. La boxe, c'est un sport individuel, et c'est le plus collectif de tous les sports individuels. C'est-à-dire que les gars qui s'entraînent avec lui à la salle, c'est vraiment ceux qui vont l'aider à se préparer, parce que si t'as personne pour boxer, tu peux taper au sac toute ta vie, tu sauras pas ce que ça fait que de prendre un jab. Comme le ping-pong. Oui, c'est pareil, quand t'as personne en face pour te confronter, tu resteras toujours le meilleur. Et Cédric Doumbé qui disait des champions du monde de la salle, il y en a plein, et au moment d'arriver en combat, c'est plus pareil. Donc si t'as personne pour tourner, ce qu'on appelle tourner. Oui, ce qu'on appelle les tournantes. Pour faire du sparring, je relève même pas. Pour faire du sparring, pour t'aider à progresser. Donc ça fait partie de ton équipe.
On a perdu Jules. Non, Et, c'est moi et qui m'occupe du derrière montage, aussi, hein, c'est ça. oui. Oui, mais ça, c'est pour mon petit public féminin. Léna, je sais qu'elle est... Tu m'as dit qu'elle appréciait tout particulièrement ce genre de blague. Du coup, je me suis dit, bon, bah, écoute, si c'est réclamé par Léna, on peut y aller, quoi. Tu vois, on peut lâcher les chevaux. Elle apprécie. Donc, je disais donc les partenaires d'entraînement, ils sont importants. Et derrière ça, il va y avoir deux autres personnes qui vont être très importantes. Donc, le soigneur, et là, on va le voir pour ce combat-là, qui va être celui qui va stopper l'hémorragie, qui va résorber un hématome, une bosse, un truc comme ça. En fait, il a toute une panoplie. Il y a un diplôme spécialement pour ça, diplôme de Cutman. Donc, il va être celui qui prépare les bandages. Parce que les bandages, il les prépare pas tout seul en mordant dans du coton pour faire son truc. Ça ou pas? Non, mais rien d'évoquer le truc. Ouais. Le bandage professionnel, donc en fait, il y a une vraie formation avec un diplôme, formation Cutman, et en fait, il y a un truc où on t'apprend comment arrêter un saignement de nez, comment arrêter une arcade qui saigne, comment tu fais pour soigner et en même temps une arcade qui saigne et un saignement de nez. Donc il y a un vrai savoir-faire dans le métier de Kirkman. C'est un vrai métier. On l'a vu plein de fois dans Rocky. Je crois que c'est le plus connu. Il s'appelle Jacob Stitch. Donc on l'a vu dans Rocky Balboa. On l'a vu dans Avec la plusieurs moustache. films. On l'a vu dans Creed. Ouais. Et en fait, lui, c'est un vrai soigneur. Ouais. Il a même été dans le coin de Tony Yoka. C'est Ok. le mec est connu mondialement. C'est un vrai. Et donc du coup, c'est un soigneur. C'est un vrai métier. C'est pas juste le gars qui est là pour filer à Pour boire et mettre éponger, de l'eau. quoi. Ouais. Voilà. Donc il y a le soigneur et le coach, bien évidemment. Et là, il va lui servir. Le coach, il va donner des conseils à Hippo pendant que le soigneur fait son job. Ok. Mais c'est le vieux, il soigne en même temps. C'est lui, Le vieux, il fait les deux. c'est pas lui qui est à côté, c'est pas Yogi qui fait le. Ah non, je crois que c'est le vieux qui soigne. Ah non, le vieux, il lui met la poudre, il lui met la pommade, puis Non, après, ça c'est il- de la Oui. coke. Ça c'est. Ça n'a rien à voir. Ça lui met un coup de fouet, mon pote au hippo. Bon, Bien, Mike. bien souvent, ce qu'ils font, en fait, quand il y a une ouverture comme ça, et enfin, tu sais, en fait, tu désinfectes, tu mets. Alors, c'est de pas trop mettre de l'alcool, mais tu mets un truc un peu qui saisit. Ouais. Il y en a qui mettent de l'adrénaline. Et ça pourquoi Alors. Il en parle de l'adrénaline. Pourquoi Parce que l'adrénaline, en fait, c'est un truc ça arrête, ça stoppe le saignement, en fait. Mais net, d'un coup, pendant un petit moment. C'est momentané. C'est-à-dire que le fait de mettre de l'adrénaline de synthèse, ça va stopper le saignement. Et derrière dessus, pour pas que ça se réinfecte et pour pas. Tu vas mettre de la vaseline. En fait, c'est juste le fait de mettre un corps gras dessus, ça va empêcher la sueur de rentrer et de brûler. La sueur ou le. Ah oui, d'accord. Et bien sûr. C'est tout Mais le combat, le combat se termine par une pluie de coups. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que jusqu'à la fin, et j'imagine qu'il va le refaire dans plein de combats par la suite, mais jusqu'à la fin, les deux sont persuadés qu'ils vont gagner. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont au bout du bout. Mais je crois que Oda dit juste avant le dernier coup, c'est la fin, c'est bon, je l'ai, quoi. Et l'autre, il s'en prend une derrière, mais il tombe, il est éteint complet, il tombe de tout son poids sur le ring, et terminé, quoi. Enfin, alors effectivement, Hippo, il est dans un piteux état, mais l'autre, il est à terre, la lumière s'est éteinte, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Et effectivement, ça, c'est... Enfin, l'issue du combat peut être incroyable pour le spectateur, évidemment, mais aussi pour ceux qui le font, où vraiment, t'es persuadé que ça va le faire, puis bah, finalement, la preuve en est que non. Et puis tout de suite après, ça aussi, j'ai trouvé ça génial parce que bah, tu t'identifies forcément à Hippo. Et tu vois, enfin, dans sa construction de gamin un peu rookie qui connaît pas. Et là, il récolte les premiers fruits, les premiers applaudissements. Et ça aussi, ça doit être quelque chose quand t'es boxeur, mine de récolter les acclamations de la foule qui t'a vu et qui t'a vu mener ta prestation jusqu'au bout, quoi. Donc, moi, ça, j'ai trouvé ça fou. Oui, c'est des premiers. Et en plus, il réussit, il conquiert la foule parce que tout le monde dit on reviendra te voir, courage, continue, Ouais, c'est ça. voilà.
Et, et après, bah, bon, bah, évidemment, tu vois, le truc que j'aime bien aussi, tu vois, c'est après le combat. Bon, ils vont partir faire la fête, mais le Ouais. président, il va pas trop lui en dire, tu vois, son Mm. coach. Il va Oui, pas lui dire, oui, t'as été fantastique et tout, quoi que ce soit. Ouais, en gros, t'as fait le c'était job, il bien. est super Voilà, fier, tu bien vois, mais il sûr. veut pas trop l'encenser, Mm. parce que faut pas trop leur vendre du rêve non plus, puis faut les maintenir en fait sous cette tension et cette concentration. Il Et faut bon, surtout pas que ça fasse ils comme vont Oda. faire la fête. Ouais, Oui, voilà, c'est ça. exactement, tout simplement, Et tout puis, simplement. on a Miyata dans l'ombre, qui a regardé le match, et qui... Ouais. Donc, t'as toujours ce truc qui plane, et puis, effectivement, Oda Et va... Mashiba. Et Enfin, Machida. Mashiba, je sais pas s'il a regardé, mais en fait, à ce moment-là, tu sais aussi que Oui, oui, Miyata, il engrange les victoires, et Mashiba c'est ça. aussi. Et parallèlement, du coup, tu vas voir Oda retrouver son coach, qui va du coup, l'autre, il lui dit, bah je sais, c'est bon, c'est terminé, et il lui dit, non, rendez-vous demain, on va travailler ça parce que je sais plus ce que c'était, ta garde, je crois. On va travailler ta garde parce que ça manquait. Et Parce pareil, que co- malgré la défaite, il reste fier de lui bien sûr, parce que il a fait ce qu'il devait faire. L'autre était juste meilleur que lui. c'est ça, Mais là, c'est pas de sa faute à lui s'il a c'est perdu. ça. C'est juste que l'autre Et, était meilleur et il a mm, vu, voilà, maintenant tu as du potentiel, tu as c'est compris ce ça. qu'il fallait faire. Maintenant, on va travailler pour que tu sois meilleur. Et sa copine lui dit exactement peu ou prou la même chose en lui disant que bah là, il est fier de Mm. lui, même s'il a perdu, quoi. Mais Et Oda, on le reverra jamais. mais justement, je me posais la question en fait. Bah Tu là vois. où j'en suis, moi, j'ai toujours pas revu. Bon, enfin, après, on dit qu'il a écrit un manga, One Piece et tout. Putain. Oui, belle carrière, belle carrière. Belle carrière, hein, je veux dire. Et du coup, voilà comment se conclut cet arc. Ouais, et c'est tout de suite après, bah voilà, c'est retour à l'entraînement et donc la garde Peekaboo bah, qui commence à être appliquée. Et là, bah, c'est pareil, on va se tourner vers notre référence, notre caution professionnelle. Euh, Alors, juste avant, petit moment beauf quand même, hein, avec Takamura qui baisse le froc non, ça de, va. Bouf, comment ça? de Hippo devant. Il arrête pas de dire qu'il a un gros kiki. Et du coup, devant, effectivement, les nanas qui sont en train de l'acclamer et un peu le glorifier. Bon, bah, voilà, il baisse son froc. Et c'est ce que je disais à G tout à l'heure, on sent qu'il y a pas une petite rivalité, mais un truc qui s'installe avec Takamura. Alors, je sais pas du tout ce qu'il en sera scénaristiquement plus tard, mais où lui, il est quand même s'il a tout à fait compris que c'était quelqu'un de bien, hein, Hippo, mais il y a un petit peu quand même ce côté jaloux, notamment que ces filles-là se glorifient un peu Hippo, et c'est aussi pour ça qu'il joue ce tour, quoi, en baissant le pantalon, quoi. Voilà. Mais effectivement, Ouais, donc, mais il est taquin, hein. Voilà, mais il il est est... taquin avec tout le monde, hein. Mais il est Et pas que. Takamura? Oui, 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 il est Takamura. Ouais. Et donc, Je suis effectivement, désolé, ma blague sur la vaseline était peut-être un peu plus graveleuse, mais je l'ai trouvé de meilleure qualité. On vous laisse juger dans les commentaires. Après, voilà, quoi. et Vous effectivement, avez trois protagonistes, trois humours différents, et voilà, et ça va jongler un petit peu dans différentes ambiances. Jules, tu disais? non, je disais effectivement, et comme tu disais, ensuite, très vite, de par le journaliste qui vient dans le gymnase, effectivement, on voit ces gants de boxe accrochés, manger, mâchouiller, en fait, sur le, le pouce, et effectivement, moi, en tout cas, j'apprends cette technique, Peekaboo, où, du coup, tu mords ton pouce pour tenir ta garde la plus haute possible, et que ça devienne vraiment un réflexe, quoi. Bah, Et je du sais coup, pas je me s'il demande, mord vraiment son gant, parce que si t'en prends une et que le gant part avec les dents. bah, il retient quand même, hein. Mais Alors, du coup, je voulais demander à Eddie si cette technique-là Mais moi était aussi, je vraie. voulais lui demander. Mais voilà. Moi Et bah, aussi. demandons-lui. Alors, eh, Eddie, dis-nous tout. alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il me semble que oui, Eh Mike ben, Tyson faisait merci, ça. Eddie. Mais du coup, Il parle de Tyson, ouais. ouais, Mike Tyson, il paraît que Mike Tyson faisait ça, et c'est pas que dans le manga, hein, c'est des trucs que j'ai vus en, en interview, tu sais, dans des documentaires et tout. Voilà, il l'obligeait vraiment à mordre les deux pouces pour garder comme ça, mais en fait, du coup, il prend pas des coups là. Là, il fait que des exercices de déplacement où c'est Oui. qu'il apprend, tu sais, bon, on le verra plus tard, mais il y a un autre mouvement qui s'appelle le Dempsey Roll. Où, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, il va lier ça, en fait, le fait d'avoir la garde haute comme ça, et donc de pouvoir vraiment se déplacer tout en gardant les mains bien levées. Et plutôt à ce niveau-là, pas trop haute non plus. Hein, c'est une garde T'as c'est une juste les garde au yeux qui menton. dépassent, quoi. Ouais, et moi j'aime bien cette garde-là
Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, quand t'es comme ça, que t'as les mains ici, en fait, tu vois, tu protèges bien les flancs, Ouais. notamment le foie. Tu protèges le menton, et tu sais, avec les gants, en fait, juste le fait d'être comme ça, en fait, ici, tu prends pas de coups, ici, tu prends pas de coups, au menton, bah, tu prends pas de coups, et même au nez, en fait, quand t'es comme ça, tu peux taper, bam, au niveau du nez, c'est tes gants qui arrêtent le coup. En fait, le simple fait d'être comme ça, bam, 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 t'as pas grand chose à faire, toi, pour bloquer. Si tu veux taper plus haut, t'as juste à baisser la tête, t'as pas besoin de Oui, lever pour la garde, tu vois. Mhm. En fait, c'est une très, 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 très bonne garde. Défensivement, je pense que c'est la meilleure garde qu'il puisse y avoir en termes de défense. Maintenant, moi, cette garde-là, je la travaille avec ce petit objet. C'est une balle de tennis et un fil, Donc, ok. bah, alors, le fil, moi, je m'en sers pour les faire travailler les esquives. Mais en fait, parce que j'en mets une ici, une balle de tennis, et j'en mets une de l'autre côté. Bien sûr. Mais non, mais. Et en fait, du coup, et tu vois, attends, je vais me mettre comme ça pour qu'on puisse la voir. Non, c'est pas des conneries que je raconte. Mais non, mais c'est pas, non mais je bois de tes paroles, mais je sais à quoi il pense l'autre. Pas du tout. En fait, le fait d'avoir les balles de tennis comme ça, et en fait, si elle tombe, oui. ça veut dire qu'il a écarté les bras, et donc si la balle elle tombe, ils font 20 points. Et donc en fait, on fait des exercices entiers, juste en étant comme ça, tu vois, même si j'ai la balle qui est calée en dessous le coude, je suis obligé d'avoir automatiquement les mains en haut. Et si on m'attaque devant, je peux quand même chasser, tu vois. Je peux quand même sans que la balle tombe. Et en fait, ça oblige à garder les coudes serrés, et donc c'est comme si tu mordais les gants. En fait, voilà. Ouais, non, mais Sauf que complètement, c'est carrément ça. ça te donne en plus, la possibilité de pouvoir faire les parades chassées, les parades bloquées, de pouvoir préparer. Donc souvent, voilà, je fais travailler avec le bras droit comme ça, et on travaille au sac, et bam, t'envoies des petits coups, tu chasses, bam, tu chasses, remise, tu fais des petits coups comme ça. Donc Non, mais... c'est une vraie technique qui a existé, Okay, et c'est encore un truc qu'on utilise encore aujourd'hui, parce que c'est une très 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 bonne garde. Pour un boxeur, pour quelqu'un qui boxe en puissance, comme Hippo, donc qui est obligé de s'approcher un peu plus que Mashiba par exemple, qui travaille à distance et qui va compter plus sur le long terme. plus sur le débit de coups. Bah, Hippo, lui, va être obligé de se rapprocher un petit peu plus, donc d'encaisser quelques coups pour être plus à distance, pour pouvoir donner toute la puissance qu'il a. Donc, voilà. En faire une bête de destruction, quoi. Une espèce de petite je chose ultra compacte qui, du moment où il rentre après dans ton espace et dans sa distance de coup, te défonce. Et ce qui est bien, c'est la construction de ça. C'est-à-dire que là, tu vois, bon, ok, il a du punch, ok, on voit comment sont ses qualités, donc quels sont ses défauts, comment on va déjà pallier à ses défauts pour ensuite travailler sur ses qualités, ses défauts, sa garde, et ensuite avec cette garde viendra autre chose pour justement la remise et mettre encore plus en lumière son style de destruction. Tu vois, c'est que le président, t'as l'impression qu'il a déjà sur le long terme en fait une vision du boxeur qui veut construire. Et c'est ça aussi qui est super intéressant. Et ça nous amène. Vas-y. Non, mais j'aime bien aussi le fait que ça se construise au fur et à mesure des matchs. Ouais. Que vraiment, ils se rendent compte que sur ce match-là, il y a ça qui a pêché, donc on va travailler ça, quoi. Complètement. J'aime bien ce côté-là, ça l'empêche pas de gagner, mais ça l'empêche pas de s'améliorer à chaque fois. Il a même s'il a quoi. Mais encore une fois, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Hein. C'est la vraie méthode. Toi. Tu vois, bon, c'est bien. Et en vrai, c'est la meilleure aussi, la meilleure façon de garder un boxeur motivé. C'est-à-dire que tu lui dis, ben, c'est bien, mais. C'est bien, mais t'aurais pu faire mieux. C'est bien, mais là, t'as pris un coup, t'aurais pas vu. Exactement pareil avec la cuisine de ma femme. Ouais, c'est bien, mais. Ça. Non, mais moi, avec mes élèves, je dis à mes élèves, il faut que vous vous attendiez à ce que je sois un éternel insatisfait. Bah oui, mais jamais 20 sur 20. Non, mais arrête avec ça, c'est pas vrai. Mais ça débouche sur ça. Mais non, mais par contre, moi, quelqu'un qui vient me voir, non, il y a toujours quelque chose à revoir, toujours quelque chose à refaire, toujours quelque chose à améliorer, voilà. Non, ce qui nous amène
Au deuxième combat, putain, j'ai trouvé le truc pour lui couper la parole. Non. Je vais leur sortir à chaque fois. Dès que je veux qu'il arrête de parler, hop, le carton rouge. Et tu sais contre qui il est, ce combat? Contre Yoshio Fujiwara. Tout à fait. Et Alors voilà. moi, j'aurais rajouté la petite pute. Mais enfin, ça, après, c'est... Ah, Bon, et ben, un autre style de boxeur, boxeur tricheur. Boxeur qui aime bien faire la petite pute, clairement. Et qui n'hésite pas au cours du combat à lui mettre des bons coups de tête, parce que bon, il sait qu'il va pas réussir à l'avoir, on va dire d'une manière La régulière. noble, voilà. Et donc il essaye en fait de tricher, de lui mettre des grands coups de tête, ce qui n'empêchera pas Hippo de lui mettre une Eurostas, C'est clair. bien comme il faut. Et c'est vrai que du coup on va pas trop s'attarder, enfin dans le manga, hein, j'entends, hein, sur Yoshio Fujiwara. Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de montrer quelque chose qui existe. Les petites puputes. Sûr. Non, mais c'est vrai. Mais même, Et même voilà, pour Hippo. Et Hippo exactement. est sur le cul, littéralement, déjà, parce qu'il vient de s'en prendre une belle dans la gueule, et il est sur le cul, et il est sur le cul de ce qui vient de se passer, en fait. Il est tellement noble dans sa façon d'appréhender la boxe qu'il n'avait pas du tout pensé à ça. Et du coup, c'est hyper intéressant de le mettre face à ça. Parce qu'effectivement, comme tu dis, donc, ça existe. Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce combat. Eddie, je sais pas si tu voulais rajouter un truc. Non, pareil. Rien de plus intéressant que ce que vous avez déjà dit. Ce qui ne sera pas le cas de la suite en fait du manga, parce que là, ça y est, le début du tournoi Espoir est lancé. Donc il va y avoir, donc il va continuer à s'entraîner, etc., bien évidemment. Mais donc il va s'intéresser aussi à savoir dans quel chapeau il va aller. Est-ce qu'il va rencontrer tout de suite un Mashiba? Est-ce qu'il va rencontrer tout de suite un Miyata? Il se rend compte que lui il est dans le chapeau A ou dans le chapeau B et que les deux autres sont en fait dans le même chapeau et que quoi qu'il arrive, s'il doit les rencontrer, ça peut être qu'en finale. Mais il va être opposé à un premier boxeur qui participe en fait au tournoi du Japon, mais qui est un boxeur en fait américain qui s'appelle Jason Ozma, mais qui vit au Japon parce qu'il est militaire. Il vit dans il est militaire, il bosse sur une base militaire là-bas. Il aime la boxe, etc., etc. Et c'est vrai que tu vas t'intéresser beaucoup plus, un peu de la même manière que Oda, à la construction de ce personnage, ses objectifs, ce genre de trucs. Et donc, bah voilà, c'est un nouvel adversaire et de nouvelles problématiques qui vont se poser pour Hippo. Et je crois que Jules voulait nous en dire un mot. Mais quel fumier. Alors déjà, avant, je pense que ça me semble intéressant aussi de revenir 2 secondes sur le combat précédent. Non, juste de dire que effectivement les 3 petites frappes qui le maltraitaient, machin, ils viennent au combat. Et ils sont à fond pour Hippo. Et les coups de boule qu'il prend dans la gueule, c'est les premiers à le dénoncer à l'arbitre. Et là, évidemment, tu sens qu'on change complètement de fusil, d'épaule plutôt. Et effectivement, ils sont complètement du côté d'Hippo. Je crois même qu'à un moment donné, il lui dit mais attends, mais en fait on est amis quoi. Et du coup l'autre il hallucine un peu de ce qui vient de se passer. Alors, pour le coup, je crois pas que ce soit totalement désintéressé cette amitié avec nous. Parce qu'en fait, c'est plus quand t'es un petit barlou, tu vois. Ça fait bien devant les autres de dire ouais, nous on a un pote qui est boxeur pro et machin. Je pense qu'au départ c'est plutôt ça le. Juste ça, ouais. Mais il n'empêche qu'ils tiennent pour lui durant le match. Oui. Ouais, au départ, il veut quand même qu'il se fasse latter la gueule. Ah, complètement. Et du coup, ça va pas être la même chose donc sur ce combat avec Jason, c'est ça? Jason Ozma, ouais. Et je crois qu'Eddie, tu voulais nous en dire du coup un mot. Non, c'était toi. Non, je crois que c'est toi. C'était toi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah effectivement, le fait est que, et ils en font des caisses dans les pages qui vont suivre sur la couleur de peau de ce personnage, donc de Ozma, qui dont ils s'attendent pas du tout à voir déjà cette carrure et cette couleur de peau. C'est évident. On est en 90 et du coup il y a des clichés, on va pas se mentir, des clichés racistes qui émanent de tout ça. Et alors c'est là où on va marcher sur des œufs, hein, très clairement. Non.
Ben non, mais non, mais parce que en fait, on disait en off, je disais à mes collègues en off qu'effectivement il y a quelque chose de, comment dire, euh, comment expliquer ça? Le fait est que on est dans une population qui est à majorité blanche, très clairement. Ils ont clairement pas l'habitude de rencontrer non seulement des Américains, mais en plus des gens de couleur de peau noire. Et il s'avère que pour eux, l'idée qu'ils se font du boxeur américain, non, du meilleur boxeur, c'est un Américain noir. Donc effectivement, quand ils le rencontrent, ah oui, clairement, là c'est vraiment le stéréotype du meilleur boxeur qu'ils ont en face d'eux. Du coup, Hippo, comme tout le reste de l'équipe, ont clairement les chocottes, quoi. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'ils ont voulu le mettre. Ceci étant dit, il y a ce moment blackface qui est hyper malaisant. Il y a quand même des trucs où c'est limite. Encore une fois, on est dans les années 90, mais je pense vraiment que Et au l'accent est Japon. là-dessus. Oui, voilà, que l'accent est vraiment là-dessus. Et par contre, je trouve que le personnage, et comme tu disais, la construction du personnage, de ses objectifs, est excellent. Il va la rencontrer notamment à la pesée. Et comme on disait tout à l'heure, il n'a pas du tout la même philosophie de boxe que les autres. Déjà, tu sens qu'il adore les Japonais, contrairement à l'idée justement que Hippo et les autres pourraient se faire, tu vois. Et le fait est que c'est limite si il le prend pas dans ses bras en lui disant, je crois même qu'il lui dit merci à la pesée pour combattre avec lui. Donc on est vraiment pas du tout. Non, dans la c'est même Hippo optique. qui lui dit ça. Ouais. Ah ouais, non, moi je crois C'est que Hippo c'était qui lui. lui dit. Non, c'est l'autre qui lui dit. C'est l'autre, hein. Ah ouais. Ah non, l'autre il Ah lui dit ouais, pas Hippo- yes yes. Mais Non, c'est Hippo qui lui dit qui yes, répond yes. yes, Ouais, yes. voilà, ouais, c'est Thank ça. you, ouais, un truc comme ça. Parce que justement, tu Pourquoi sens t'as que répondu en anglais, toi? parce que lui effectivement est pas japonais, du coup il parle quelques mots de japonais, quelques mots d'anglais, enfin tu vois c'est un peu compliqué quoi. Et du coup effectivement il lui répond yes yes. Et d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais dans le combat précédent, ça m'a fait bizarre ça, que tu sens que vraiment la boxe, mais ça rejoint aussi ce qu'on vient de dire en fait. C'est-à-dire que la boxe est américaine, même au Japon. C'est-à-dire que quand il note Hippo sur sa ceinture, il demande à sa mère d'écrire Hippo en anglais, en américain. Et d'ailleurs, elle se trompe, et elle met qu'un P à Hippo, et tout le monde se fout de sa gueule. Et je trouvais ça ouf, en fait, de vouloir, parce qu'il pourrait carrément noter Hippo en japonais, on est au Japon, tu vois, et je trouvais ça assez drôle, en fait, d'essayer de coller à la culture de la boxe américaine, quoi. Bah, c'est là où sont les plus grands champions, quoi. Mais complètement. Donc il y a certainement de ça aussi. Après tu vois sur le truc les clichés racistes oui mais franchement je serais un menteur si je disais tu vois que ça m'avait outré ni quoi que ce soit et je sais pas en fait tu vois pour moi c'est du même niveau que Takamura qui lui baisse son pantalon enfin tu vois c'est un peu tu vois dans la beaufitude du truc. C'est ça. Et voilà mais allez pas vous imaginer un truc ignoble. Non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, par contre, non, moi j'ai pas été outré non plus. Pour autant, effectivement, il faut bien avoir conscience, et je l'ai en le lisant, que déjà il faut le remettre dans le contexte de l'époque. C'est évident. Il y a des trucs qui, évidemment, que s'il réécrivait ce chapitre-là aujourd'hui, je pense très sincèrement qu'il l'écrirait pas pareil. Pas sûr. Pas tu sûr, crois pas au Japon, ah ouais pas sûr. Je suis pas. Ouais, franchement, c'est vraiment. Alors, ce que nous on voit comme du racisme, eux culturellement, ils ne le voient pas comme du racisme. Oui, non mais. Mais Bah, bref, vraiment, hein, je suis pas tombé de ma chaise, mais très sincèrement, et pareil, on en a un peu parlé en off, quand j'ai lu les pages, je me suis vraiment dit, oulala, comment on va aborder le truc mais sans plus, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Voilà. Pour autant, ce combat était... Enfin, le début de ce combat, puisqu'on a le début du combat dans cet épisode, Excuse-moi, je voulais juste rajouter un truc. Vas-y. C'est que on rentre aussi dans une série en fait, une série de combats où il va y avoir beaucoup de trucs stéréotypés comme ça. Oui. C'est-à-dire, tu vois, c'est pareil quand il va y avoir le combat russe qui va arriver. Mon Bien sûr. Dieu, si un Français, je me coupe les rostignols s'il a pas une baguette et un béret, tu vois. Ouais, Enfin, oui, et une marinière pour faire hommage à. Ouais, clair. Ah, ouais. si tu nous regardes.
On te salue. Et voilà, donc on est vraiment en fait sur des gros clichés, mais le truc aussi qui est intéressant, c'est que t'as quand même un boxeur qui du coup est sur 3 combats, 3 victoires, avec un style qui peut lui poser des gros soucis à Hippo, notamment en fait par la qualité en fait de ses crochets. Et donc jusqu'au Ouais. dernier moment, il va s'entraîner à esquiver les crochets. Il va notamment mettre les gants avec Takamura, qui a des gros crochets. Tu m'arrêtes si je me trompe, Eddie. Et C'est ça. pour justement apprendre à esquiver ces crochets pour pouvoir remiser derrière. Et donc, il va apprendre en fait à les esquiver en fait de deux manières, soit avec un retrait du buste. Je me rappelle plus comment c'est. Merde, je voulais faire la blague de Après, c'est des bus qui se prennent dans la gueule. Esquive On va pas se rotative. mentir. voilà, soit en reculant et en le faisant passer le coup en fait devant ton nez, soit en passant en fait en dessous pour pouvoir après soit remiser au corps, soit remonter à la face, enfin voilà, etc. Et donc il va lui apprendre ça pour être un petit peu plus techniquement à l'abri des coups favoris et meurtriers de Jason Osma. Voilà, je sais pas si tu veux nous en dire un mot, Eddie. Non, bah, je pense que tu as bien résumé le truc, en fait, encore une fois. Le fait de savoir qui est son adversaire, ça va lui permettre de faire une préparation. Donc, il a appris des erreurs qu'il a commises le combat d'avant. Donc, il s'entraîne en fonction de ça. Il apprend qui sera son prochain adversaire. Du coup, bah, il se prépare et dit, bah, tiens, c'est un puncher, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais encore une fois, c'est super bien écrit parce que c'est comme ça qu'on prépare un combat, du moins un combat pro, parce qu'un amateur, c'est rare que tu saches le nom de ton adversaire avant le jour de la compétition, mais en pro, tu sais qui va être ton adversaire, tu sais s'il est gaucher, s'il est droitier, s'il est grand, si c'est un puncher, si c'est un technicien. Et donc là, bon, bah, il va le faire travailler. C'est quelqu'un qui tape fort. Celui qui tape le plus fort de la salle, c'est Takamura. On va dire, on va le mettre avec Takamura. Et on le voit, lui, il s'entraîne donc à la salle avec Takamura. Et on voit où il va faire des exercices, tu sais, avec les barres, avec la barre fixe, où il va s'entraîner, tu sais, à passer en dessous, justement pour avancer en faisant cette espèce de petit mouvement circulaire. Donc on appelle aussi une esquive rotative. Donc c'est ce qui va te permettre, en fait, l'esquive rotative, ce qui va te permettre d'à la fois esquiver et transférer ton poids de la jambe avant vers ta jambe arrière ou de la jambe arrière vers la jambe avant, suivant comment tu le fais. Toi, si je suis ici, je fais une rotative sur un crochet qui arrive là, donc un crochet droit, je vais faire mon esquive rotative, je casse la distance, je rentre et je vais pouvoir envoyer un coup au foie, parce que le foie va être ouvert. J'envoie un coup au foie, je remonte à la face, ou tu vois. Et si je fais à l'inverse, donc je vais faire le coup, il arrive dans ce sens-là, je vais faire mon esquive, je vais remonter, là je vais pouvoir attaquer direct bras arrière, direct bras avant, suivant la Et là, on distance à est laquelle je complètement dans l'idée première Ah ouais. de la boxe. C'est-à-dire que tu Ah ouais. évites le coup, tu n'es pas touché et tu te mets dans les meilleures dispositions pour balancer ton coup à toi. C'est exactement ça, on est vraiment sur ça, la partie d'échec, c'est prévoir ce que va faire mon adversaire, Ouais. le pousser à commettre ces gestes-là pour que moi je puisse envoyer l'attaque que j'ai préparée en fonction du coup que toi tu as l'habitude de faire. Donc c'est Mais il y vraiment a là, même- on est sur la partie d'échec. Vraiment, on parlait de jauger tout à l'heure, mais c'est complètement ça, quoi. C'est vraiment voir ce que l'autre fait ou voir son point fort pour le détourner et s'en servir pour lui mettre une caisse derrière, quoi. Et c'est vraiment bien foutu. Et pour le coup, moi sur le début de ce combat-là, déjà, je trouve que les dessins ils sont excellents, mais vraiment. Les esquives, les pains dans la gueule qui se prennent sont vraiment, mais tu sens la force, tu sens le poids Puis du c'est pas poing fini. dans la gueule. Parce que ça Ah non, allait mais- qu'en montant. Enfin, c'est. Ah non, j'ai trouvé ça ouf, quoi. Et effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais enfin, on a dit qu'Osma était un personnage cool, qu'il avait été vachement bien construit, mais je trouve que comme Oda, tu vois, où on nous donne un petit peu du background du personnage, évidemment qu'on suit Hippo, évidemment qu'on a envie qu'Hippo gagne, pour autant, bah il y a quand même des trucs qui te sont donnés pour que tu as envie que l'autre gagne aussi. Osma notamment, toute son équipe est derrière lui. Quand il part, on peut pas faire plus, on peut pas t'aider plus, mais on est tout à fait derrière toi. Le jour du combat, ils sont là, ils le supportent dans les gradins, et vraiment, t'as une sympathie pour l'adversaire d'Hippo. Alors que ce serait tellement facile comme l'autre connard, je sais plus comment il s'appelle, celui qui mettait des coups de boule, mais justement d'en faire un con que tu veux juste Fujiwara. démonter. Non mais et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment très très chouette, ça.
c'est là que le manga, il est super bien fait. La différence avec un Dragon Ball, par exemple, ou avec tu vois, One Piece, en fait, eux, ils n'ont pas des ennemis, ils ont des adversaires. C'est ça. C'est complètement ça. En fait, voilà, c'est un adversaire. Avant le combat, c'est pas ton ennemi. Et quand Bien le sûr. combat est terminé, c'est pas ton ennemi, Hmm. mais ton adversaire quand on est sur le ring. Voilà. Et un adversaire, tu le respectes. Donc, ce que ne fait pas Fuji machin là. Ouais, Mais, ouais. en fait, voilà, c'est ça. Et c'est un adversaire, c'est même pas un antagoniste en fait. C'est un adversaire, On va dire ça. faut le voir comme le moyen le moyen qui va être donné à Hippo de pouvoir briller encore un peu plus. Et le fait de gagner noblement et dignement face à un adversaire tout aussi noble et aussi digne rend la victoire encore plus belle. C'est clair. Et juste pour finir sur le combat, il va voir avec son coach qu'en gros il ne peut pas entre guillemets rivaliser, il peut pas faire en sorte d'éviter le coup. Donc ça c'est pareil, hein, sous ta coupe, Eddie, je sais pas si c'est comme ça aussi dans la réalité, mais du coup l'idée, si j'ai bien compris, c'est de donner un coup en même temps que l'autre pour justement essayer de casser le rythme, essayer de casser la force de l'autre coup en fait. Et puis voilà quoi. Voilà. Ouais, voilà, ils se mettent vraiment, en fait, par hasard presque, ils se donnent un coup en même temps, et du coup, le coach lui dit, bah, en fait, la solution, tu l'as trouvée. Le fait pour amenuire ses coups à lui, bah, il faut que tu acceptes d'en prendre un dans la gueule pour en mettre un toi aussi en retour, quoi. Ça. C'est vrai que Mais alors toi, comme tu disais l'autre fois, le but, et comme on l'a dit là, le but c'est d'éviter les coups et pas de les prendre. ouais, parce que la dernière fois, lui, ce qu'il disait, en fait, c'était de venir prendre Oui. le coup pour anticiper le truc. Là, c'est pas Arrêter le exactement point la même avec sa chose. tête. Ouais, c'était pas la meilleure des idées, toi. Ouais. Mais là, pour le coup, je trouve ça mieux et plus réaliste dans le sens où tu sais très bien que en boxe, de toute façon, il va falloir à un moment donné, En prendre. il va falloir que ça reste de la boxe, quoi. Ouais. Si tu veux pas prendre de coups, fais du ping-pong ou du tir à l'arc. Après, je ne juge pas Non, mais non, personne, mais, j'entends bien. non, Par contre, je rappelle aussi que Lena fait du tir à l'arc, au passage. ouais, On veut la flatter d'un côté, mais enfin de l'autre. Bon. J'ai rien dit, moi je trouve qu'il y a beaucoup de noblesse dans le tir à l'arc. Et puis, effectivement, ce combat donc va se terminer avec un hippo qui vient de prendre une gamelle, mais alors quelque chose de mignon. Il est rétamé à terre, il a les jambes coupées. Je crois qu'il s'est déjà pris un down. En fait, il en juste prend avant. ouais, au Ouais, premier c'est le round. deuxième, Ouais. Ou pareil, son coach lui dit non, mais attends, te relève pas tout de suite. T'as 9 secondes, 10 secondes. Prends ton temps, repose-toi. Les secondes, elles sont super nécessaires. Prends ton temps. Et du coup, donc, la deuxième fois, ben, on se demande même s'il va se relever. Et le tome se termine sur le fait qu'il se relève enfin. Son adversaire est sur le cul parce que bah, il s'attendait pas du tout à ce qu'il se relève de la volée qui vient de se prendre. Et du coup, bah, ça en fait encore quelque chose de ouf, quoi. Parce qu'effectivement, l'adversaire est halluciné du fait que ce mec, après ce qu'il vient de prendre dans la gueule, arrive à se relever. Et du coup, là, il se doute que ça va pas se passer tout seul et que, bah, rendez-vous au prochain tome, quoi. Ça crée deux choses, en fait, ce truc-là. Je m'arrête après avec ça. C'est que ça crée le doute chez l'un et la confiance chez l'autre. Et ouais. Et d'ailleurs, il le dit hein, à un moment donné. Parce qu'il passe dans la même page, où au début de la page, il dit « Je vais pas réussir à me relever, c'est mort ». Il voit les yeux de Osma, qui du coup doute, et du coup il se dit « Putain non, si je me relève, je le dégomme ». Et d'ailleurs, il y a une image où tu vois son coach, tu vois, où t'as toute la vision en fait qui est brouillée à cause, tu vois, du coup, ils ont tout. Ils sont mais tous du coup, brouillés. et ça aussi, je pense vraiment que dans... Alors, pareil, on sait rien, mais je pense vraiment que dans la réalité, ça se passe. C'est-à-dire que, encore une fois, il suffit vraiment de rien. Et le regard de l'adversaire qui doute, une fraction de seconde, il passe de « c'est terminé ». Fury Wilder. Je n'arriverai pas à me relever, et je me relève, et si je me relève, par contre, je le démonte. Et je trouve ça ouf, quoi. T'as un combat relativement récent hein, qui a été comme ça, la première rencontre entre Wilder et Fury. Wilder, donc, qui était connu pour avoir un bazooka en fait dans chaque bras. Il réussit à toucher Tyson Fury, il tombe, l'autre, il a la tête, choc par terre. Wilder est déjà en train de fêter sa victoire, de célébrer hein, complètement. Ah ouais. Hein. Et l'autre, il a les yeux ouverts, il bouge pas,
Et il se relève, et là, et en fait, si tu veux, il y a un moment donné dans les différentes images qui passent, tu vois une image où t'as Wilder qui regarde Fury en train de se relever, et là, en fait, bah, t'as toutes les émotions, en fait, sur le visage de Wilder, tu vois, le doute, mais en quoi il est fait, ce type, comment il peut se relever de ça. Et ça, c'est vraiment aussi, ouais, des trucs qui se passent. Ce que j'aime Si vous avez ces particulièrement. images-là, je veux Ah, bien moi, que vous m'envoyiez un. moi, Ouais, je ouais. t'envoie ça plus tard. Ah, super, merci. Moi, ce que j'aime particulièrement, tu vois, sur la fin de ce combat, c'est que ça continue en fait à mettre en avant le truc qui, à mon sens, en fait, ne s'en peut pas vraiment s'entraîner. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est Hippo, il a un cœur gros comme ça. C'est que ça, tu peux t'entraîner jusqu'à demain. Il y a des qualités psychologiques, des qualités morales que tu peux peut-être essayer d'entraîner et tout. Mais lui, il a un cœur qui déborde de sa poitrine et il se relève, tu vois. Et c'est un truc qui est hyper impressionnant. Et c'est aussi un des trucs qui fait que qu'on aime la saga Rocky, parce que Rocky est comme ça. Rocky est ça. un mec qui se relève, quoi. Voilà. Et on n'a pas peur en fait d'aimer des champions, des héros qui tombent et qui se cassent la gueule, mais on aime en fait avoir envie de les voir se sublimer et de se relever, parce qu'en fait c'est des forces morales qui sont inspirantes en fait dans la vie. Que ce soit sur un ring de boxe ou dans la vie, on sait que voilà, tu vois, tu vas avoir à un moment donné des épreuves, et c'est ce genre de truc là qui te donne en fait une autre dimension aussi de la boxe. Et c'est pour ça que j'aime les sports de combat, c'est parce que c'est en quelques minutes, c'est des petits condensés en fait du cœur de la vie en fait, et tu peux pas tricher. Il n'y a pas de triche en fait là-dedans. Et au-delà du truc technique et tout, il y a une histoire humaine là-dedans qui est à chaque fois absolument incroyable. Mais tu vois, là où je suis étonné, parce que je trouve que, contrairement par exemple à Rocky, où ils appuient vraiment là-dessus, et à raison, hein, mais que effectivement ça reste une philosophie de vie. Quand il explique à son fils, le truc c'est vraiment l'allégorie du combat, l'allégorie de la vie, machin, enfin, donc voilà. Et je trouve par contre que dans Hippo, ça, ils en font pas état. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, sa vie privée, ça s'arrête au fait que il est une mère, pas de papa en tout cas, et qu'il l'aide à bosser, et c'est presque le départ de ça, c'est-à-dire qu'il s'est fait aussi sa musculature par rapport au boulot de sa mère, et sa mère qui l'aide. Pour autant, on n'est pas du tout dans le misérabilisme. Exactement. Comme ça peut être chez Rocky, tu vois. Dans le sens où il en a chié, il a un appart de merde. Mais ça c'est vraiment aussi dans la culture japonaise. Ouais. Ça se plaint pas. Oui. On se plaint pas. Non, mais complètement. Non, mais c'est vrai. Clairement. C'est clairement ça. Après, pour autant, on en est qu'au tome 4. Oui, après, bien sûr. Il va y avoir... C'est clair. Mais par contre, c'est marrant comment tu disais l'autre fois, et je te rejoins complètement, beaucoup plus sur cet homme-là d'ailleurs, mais où c'était hyper fluide, ça se laissait vite, machin. Je trouve que vraiment le 3 et 4, pour le coup, vraiment, ça les a avalés. Ça coule très très bien. Et pour autant, je trouve que c'est hyper dense. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Et à voir et à comprendre. Et c'est assez fou, en fait, le fait que ce soit fluide, mais en même temps très dense. Et c'est par petites touches. Tu vois. C'est le fait aussi que ce soit par petites touches, qu'on n'essaye pas de l'enfoncer dans la gorge du lecteur, tu vois, en disant regardez la bonne idée que j'ai eue, tu vois. Ce qui se fait beaucoup dans beaucoup de séries, de comics, enfin voilà, c'est un truc qu'on voit régulièrement. Là, tu sens que Morikawa, il est sûr de son fait, il est sûr du sujet en fait qu'il aborde, il le connaît bien et il sait de quelle manière en fait il veut faire évoluer son histoire et ses protagonistes. Et ça, c'est vraiment cool. Messieurs, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Est-ce que cette lecture, globalement, même si je pense qu'on a compris, est-ce qu'elle vous a plu ? Est-ce que vous êtes motivé à partir sur les tomes 5 et 6 ? Oui. Ah, ouais, franchement, ouais. Puis là, putain, ça se finit quand même sur un putain de cliffhanger en plus, donc non, très clairement. Moi, définitivement, cette série, tu vois, je te le disais encore hier, quoi. Très clairement, je les lis en scan, je me tâte vraiment à les acheter. Pour autant, on part vraiment sur de l'achat d'une sur le long terme, puis beaucoup. mais c'est vrai, quoi. Vraiment, c'est une série que je kiffe, quoi. Et vraiment, j'ai de l'empathie pour plusieurs personnages, et l'histoire est très très chouette, quoi. Moi, c'est vraiment le genre de série que j'aime posséder, quoi, clairement.
Et un petit mot, moi, juste par rapport au dessin, t'en as déjà parlé tout à l'heure. C'est le truc à pas loin de 40 ans, 30, 35 ans. Ben, enfin, je veux dire, ça fait absolument pas daté. Je sais qu'on en a parlé la dernière fois. Mais plus ça avance, et enfin, mieux c'est, je trouve que on en est qu'au tome 4, et pourtant, tu vois déjà des trucs qui ont été améliorés graphiquement. Tu vois que le mec qui connaît l'anatomie par cœur, c'est hyper beau, c'est hyper fluide, c'est hyper moderne, même dans dans son dessin. Je sais pas si vous connaissez, ne serait-ce que de nom, mais au niveau graphiquement, si vous connaissez Ashita Nojo. J'en ai lu quelques-uns du coup. Ouais. Et du coup, graphiquement, Ashita Nojo, c'est beaucoup plus daté, tu vois. Tu vois que ça date des années 70-80, tu vois que c'est plus vieux, c'est plus ancien. Même dans l'ambiance, là, tu dis ça vient de sortir, c'est 2024, bon, bah, ok, d'accord. Et puis je sais pas si on en a parlé l'autre fois, mais il y a vraiment des pages donc, qui sont folles, où pareil, où tu as plusieurs têtes, plusieurs points, voilà, pour montrer la vitesse, le mouvement, pour montrer aussi les emplacements où ils passent de l'un à l'autre. Enfin, tu arrives vraiment à suivre ça. Il a vraiment une science du mouvement qui est assez chouette. Et puis, il y a aussi plein de dessins schématiques pour t'expliquer. Je pense notamment au Flicker Jab, c'est ça ? Le Flicker Jab, ouais. Où effectivement, il t'explique qu'en fait, le point, au lieu d'aller droit, en fait, il part du bas et il revient en haut, juste avec 2 dessins, 3 flèches. Et je trouve que c'est hyper pédagogique, en fait, quand tu connais pas du tout le truc. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Et les doubles pages, mais mon Dieu, il y a certaines doubles pages avec des uppercuts ou des machins. Celle qui vient de nous montrer G, elle est pas mal. Tu les encadres, point barre. Enfin... Et vraiment, ça va aller encore en s'améliorant. Tu vois, je mets juste pas un bémol, mais si tu veux, je tempérerais la qualité des dessins et sur le fait que ça pourrait sortir maintenant à notre âge aussi. C'est parce que on est aussi habitué à ce style de dessin là. C'est-à-dire que c'est du très très bon dessin des années 90. Pour autant, les mangas récents qui sortent, putain, moi tu vois, graphiquement j'ai du mal avec les dessins un peu plus récents. C'est très très anguleux. Enfin, moi je suis je me permets, moi, l'autre série que je lis, c'est One Punch Man. Très honnêtement, on n'est pas très très loin graphiquement de. Moi, j'aime pas du tout One Punch Man, tu vois, au niveau des graphismes. Je l'ai commencé la semaine dernière en animé. Moi, j'adore. Voilà. One Punch Man Odyssey, bientôt sur Manga Saucisse. Et par contre, oui, tes enfants ont commencé, du coup, tu parles de dessins de maintenant, tout ça. Tes enfants ont pu commencer, toi, Hippo, G ? Ouais, le grand, il en a lu, je crois, une vingtaine. Il aime bien, si tu veux. Ouais, il trouve ça sympa et tout, mais il préfère lire One Punch Man, Demon Slayer, relire Dragon Ball. Enfin voilà, tu vois, il est plus sur ça, quoi. Mais écoute, par rapport au dessin, ça l'a pas. Non, ça va. Ça le fait beaucoup rire, tu vois, les blagues sur Takamura, les grosses caquettes, les machins comme ça, évidemment, ça, tu l'entends dans son lit en train de faire voilà. Mais là, ça fait un moment qu'il en a pas lu, ça doit faire facile plus d'un an qu'il en a pas lu. Ouais, facile. Ce qui est marrant, ça, les blagues de Takamura, là, quand il baisse le short et tout, en animé, à chaque fois qu'il le baisse, t'entends un bruit d'éléphant qui fait bouh. Je sais très très mal l'éléphant, mais. Moi, je trouve que tu le fais plein d'autres trucs. Mais... Messieurs, merci d'avoir passé cet agréable moment avec nous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser un petit pouce bleu. On se retrouve évidemment dans la section commentaires, comme la précédente vidéo, où on a apprécié en fait vous lire et vos différentes réactions. On vous laisse évidemment juger par vous-même cette œuvre, et on se retrouve très bientôt dans Manga Saucisse. Abonnez-vous. Ça fait plaisir. Partagez cette émission autour de vous, ça fait encore plus plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Hippo Tofu. À bientôt, salut. Salut.